Bonjour, bonjour. On vous laisse le temps d'arriver. Bonjour à tous. Le temps pour la petite notification. Bonjour à tous, bonjour à tous. J'invite évidemment nos invités à partager ce live aussi, comme nous. Bonjour, vous qui nous rejoignez. Bonjour, bonjour. Merci d'être avec nous. Merci de partager ce live. Bonjour à tous. C'est le rendez-vous avec le thème, le live, la table ronde digitale sur le thème de femmes entrepreneurs, femmes leaders du Nord et du Sud. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, d'où que vous nous suiviez. N'hésitez pas à nous l'écrire d'ailleurs en commentaire. Merci de partager ce live. On va débuter dans 5 petites minutes. Ce live qui promet d'être extraordinaire. Je sais que c'est vendredi. Plusieurs sont coincés peut-être sur la route, mais partagez pour qu'ils puissent nous rejoindre. Bonjour, bonjour, chers invités, bonjour. Comment allez-vous? Madame Esther Michel, comment est-ce que vous allez? Je vais très bien, Nancy. J'espère que c'est le cas pour toi. Ah, c'est le cas pour moi aussi. Comment vont toutes les invitées du jour? Madame Sylvie Baker, Madame Sandrine Monette, Madame Ndiaye Ouraï. Comment vous allez? Très bien, très bien. Nous sommes ravis de vous avoir. Donc, le temps que les gens arrivent un peu, je voulais vous demander que vous inspire finalement le thème leadership. Vous savez que c'est le deuxième live. Je vous présente juste quand on a suffisamment de personnes parce que je sais qu'ils vont recevoir la petite notification. Vous inquiétez pas, j'ai pas loupé ce passage-là. Donc, en attendant, on discute un peu. Que vous inspire ce thème sur le leadership? Aujourd'hui, on va parler spécifiquement de l'importance d'un rôle modèle, de comment définir son rôle modèle, comment écouter sa voix interne dans un monde où finalement on est tous des relais d'information, on a constamment des notifications ou des images de ce que font les gens. Qu'est-ce que vous pensez de ce thème aujourd'hui? On va commencer par Madame Ndiaye Ouraï, peut-être. Yes, merci Nancy pour la prise de parole. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme en ce vendredi soir. Ce thème, en tout cas, m'inspire beaucoup, notamment le côté leadership, le côté vraiment rôle modèle, le côté, j'ai bien apprécié quand tu as dit justement comment, au final, écouter sa propre autorité intérieure plutôt que le bruit extérieur. On vit dans un monde où il y a beaucoup trop de brouhaha. Effectivement, au bout d'un moment, il faut se reconnecter à soi et vraiment se demander, par exemple, qu'est-ce que je suis venue accomplir au final dans cette expérience qu'on appelle la vie. Donc, je pense qu'on va bien parler ce soir. Ça va être intéressant. Super, merci beaucoup. Et puis, Madame Michel, vous initiez ce live, qui, je le rappelle, initié par Crédasure Connect. Pour tous ceux qui arrivaient, je vais recommencer la présentation, ne vous inquiétez pas. Vous initiez un thème comme ça. Quel est l'objectif derrière ce thème? Qu'est-ce que vous pensez qu'on peut créer comme synergie, finalement, plusieurs femmes qui se retrouvent en train de discuter de leadership féminin? Déjà, le but, c'est de booster l'entrepreneuriat féminin. Et pourquoi ces thèmes? D'abord, pour commencer, les rôles modèles, c'est pour montrer aux autres femmes déjà qu'est-ce qu'il faut pour définir son rôle modèle. Donc, on aura à discuter, échanger pendant les 2 heures pour celles qui vont rester avec nous jusqu'à la fin. Qu'est-ce qu'il faut pour définir son rôle modèle? Parce qu'il y a des femmes qui pensent, ou les hommes aussi, qu'un rôle modèle, il faut calquer l'image d'une personne qu'on admire. Déjà, pour commencer, il faut avoir d'abord ses propres valeurs et avoir sa propre vision. Un rôle modèle, c'est quelqu'un qui nous inspire, qui nous motive. Alors, si on doit choisir son rôle modèle, on doit d'abord soi-même avoir ses propres valeurs parce qu'il faut choisir un rôle modèle qui se rapproche un peu de ses propres valeurs. Donc, c'est pour cela d'abord, donc c'est la première thématique sur les rôles modèles. Et pour les leaderships collectifs, la semaine passée, il y a 2 semaines, on a parlé du leadership personnel. Et avec les leaderships collectifs, je pense qu'on va arriver à résoudre beaucoup des problèmes, les obstacles que rencontrent les femmes
Premièrement, si je dois énumérer ces quelques obstacles, c'est par exemple, c'est parfois lié au problème, à la situation personnelle. Déjà, la femme, par son rôle des mères et des femmes, a difficilement la facilité de convaincre, de pouvoir occuper un poste de manager, un poste de direction ou de leadership, parce que le fait qu'on voit qu'elle doit assumer le rôle de mère parfaite, elle ne saura pas combiner les deux choses. Le deuxième obstacle, c'est le problème d'accès au financement. Donc, la plupart des femmes entrepreneurs sont liées, rencontrent ces problèmes de financement parce que plusieurs acteurs financiers, plusieurs banques, institutions financières n'arrivent pas à croire, à faire confiance aux femmes. Parce qu'on ne croit pas que la femme sera en mesure de bien jouer son rôle de leader d'un projet, parce qu'en tant que, voilà, déjà, des natures dépassent voilà, le rôle de la femme dans la société, on fait peu confiance à la femme, ce qui fait que voilà, il y a un peu ces problèmes de financement qui bloquent beaucoup de femmes et qui arrêtent leur vision, leur projet parce qu'ils n'ont pas ces financements. Et le troisième obstacle, la plupart des femmes ne sont pas, n'adhèrent pas, ne sont pas connectées à, à des événements ou soit des panels où il y a des connexions professionnelles, où il y a des liens, des networking, voilà. Donc, tous ces networking, les femmes sont un peu, par d'abord le fait pour des problèmes, des situations personnelles, n'arrivent pas à accéder à ces networking qui donnent des opportunités. Donc, ces trois obstacles qui font que les femmes n'arrivent pas à booster, à développer le leadership et à développer l'esprit entrepreneurial. Avec le leadership collectif, on va arriver ensemble. Déjà, quand je vois les leaderships collectifs, je vois les groupes, je vois l'esprit d'équipe et je vois aussi une synergie qui permet ensemble d'aller vers une vision commune tout en sensibilisant les autres femmes ensemble, parce que chacune de nous a son propre modèle de leadership. Mais si ensemble, on booste, on sensibilise les femmes, je pense qu'on va arriver à atteindre l'objectif de booster l'entrepreneuriat féminin et appeler les femmes à révéler, à développer le leadership qui est encore qui sont les leaderships qui est en elles, mais qui n'arrivent pas à booster. Donc, on va essayer de faire un petit déclic pour ces femmes-là qui sont en train d'être bloquées, qui bloquent leur vision aujourd'hui. Je pense qu'avec toutes les femmes, les invitées, qui ont cru en ces projets, qui ont accepté de partager avec nous leur vision, on pourra ensemble motiver ces femmes, les aider à prendre un peu les leads de leur propre projet. Et la troisième thématique qui est, l'écoute de soi. Donc, déjà, il faut apprendre à écouter son intérieur et voir aussi comment les autres peuvent réagir par rapport à ce qu'on veut faire. Déjà, quand on a une propre écoute, on écoute, on a l'écoute de soi, on sait comprendre qu'à ce moment, c'est le temps pour moi peut-être de lancer ce projet. En ce moment, c'est le moment d'aller vers les autres pour pouvoir développer ma vision, même si on est bloqué par l'entourage, on est bloqué par l'opinion des personnes qui nous entourent, mais si on arrive à bien avoir l'écoute de soi, à bien croire aussi en soi, c'est plus facile d'aller vraiment, de ne pas être bloqué, de vaincre cette peur de l'échec qu'on a développée la semaine passée. Donc, ces webinaires, c'est un peu une suite du webinaire d'il y a 2 semaines. Alors, je pense que j'ai un peu introduit ma raison de choisir ces thématiques que nous allons développer ensemble. Merci beaucoup, Madame Michel. Et puis, le temps est passé parce que c'était ça, hein, on parlait, on discutait un peu le temps qu'on puisse commencer. Donc, je vous remercie à tous d'être là avec nous. Je sais qu'il fait beau, c'est vendredi. Néanmoins, je suis certaine que ce thème va vous enrichir. En tout cas, c'est la promesse que je vous fais parce qu'il se trouve qu'on est avec des femmes qui ont de l'expérience, qui ont à partager, qui ont de belles opinions, qui sont inspirantes. Donc, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour partager ce live. Je vous rappelle encore que partager, c'est prendre soin. Donc,
Partager avec vos proches. Donc, le thème, c'est bien femmes entrepreneurs et leaders, femmes leaders, pardon, du Nord et du Sud. Je vous rappelle que nous allons parler aujourd'hui donc de leadership collectif, puisque la dernière fois, on a parlé de leadership personnel. Alors, les 3 questions principales avec lesquelles nos invités sont là, je vous les présente dans un instant, vont pouvoir interagir. C'est d'abord comment est-ce qu'on définit son rôle modèle. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et puis ensuite, on va se demander comment est-ce que vous pensez que le leadership collectif et l'assertivité peut permettre aux femmes ensemble de résoudre des problèmes ou des problématiques liées à la condition de la femme de manière générale. Et puis ensuite, on tentera de comprendre avec nos invités comment développer l'écoute de soi dans un monde où on est constamment connecté, hyper connecté, et où on est nous-mêmes des relais d'information. Alors, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec Madame Sylvie Baker. Excusez-moi, avec Madame Sylvie Baker, qui est cadre dirigeante en stratégie et transformation digitale et communication. Bonsoir, Madame Baker. Bonsoir, Nancy. Merci d'être avec nous aujourd'hui encore, et j'espère que vous apprécierez encore, enfin en tout cas nous on appréciera encore d'entendre les échanges et les avis, les conseils que vous pourrez donner sur le thème qu'on va aborder aujourd'hui. Nous sommes également avec Madame Sandrine Monette, directrice du Cercle des hommes d'affaires B19 pour la partie Brabant-Wallon. Merci d'être avec nous, Madame Monette. Mais j'ai aussi, juste pour préciser, je suis aussi à la tête de ma société de conseil et de formation. Donc, je suis entrepreneur aussi à côté. Ok, entrepreneur à côté et à la tête d'une société de conseil en gestion de projet, gestion du changement, et on donne aussi des formations. Extraordinaire. Alors, ce que je vois ici, si jamais vous nous écrivez, je vois que je ne reçois pas les messages, en tout cas sur la plateforme aujourd'hui, pour une raison ou pour une autre. Donc, excusez-nous d'avance si vous nous saluez et que vous voyez qu'on ne réagit pas, si vous nous écrivez. On va essayer d'aller récupérer vos commentaires et on vous rappelle que c'est un live participatif. On continue avec les présentations. Nous sommes également aujourd'hui avec Madame Ouraï Ndiaye, et j'espère que je prononce bien, que je n'écorche pas votre nom, qui est coach commercial. Bonjour, Madame Ndiaye. Bonjour. Oui, Ndiaye. C'est OK, ça se prononce effectivement Ouraï et le nom de famille Ndiaye. Superbe. Madame Michel nous rejoint dans quelques instants, mais je suppose que vous êtes bien installée et que ce n'est pas un souci. Alors, on a d'autres invités qui sont prévus. Je pense que voilà, c'est vendredi, l'heure fait que malheureusement, il peut y en avoir qui soient coincés dans les embouteillages, mais vous inquiétez pas, elles nous rejoindront au fur et à mesure. Donc, merci en tout cas à vous toutes d'être là et de partager avec nous ce thème aujourd'hui. Avant qu'on aille plus loin, qu'est-ce que vous direz? Pour vous, c'est quoi un rôle modèle? Peut-être, Madame Baker, c'est quoi un rôle modèle pour vous? Alors, un rôle modèle, c'est en fait une personne qui m'inspire dans ses valeurs, qui m'inspire dans son comportement, qui me donne envie à la fois de la suivre, mais également de lui ressembler. Donc, forcément, il faudrait que moi, je puisse me retrouver dans ce que je suis. Et que cette personne, en fait, me serve de modèle pour me développer. C'est pas pour rien, en fait, qu'il y a autant aujourd'hui d'influenceurs, de personnes qui les suivent, pas seulement pour leur vie, mais également pour des conseils qu'elles peuvent donner, parce qu'on a tous besoin de conseils. Donc, pour moi, un rôle modèle, c'est une personne aspirationnelle. C'est une personne à qui j'ai envie de ressembler, dont la vie m'inspire, dont les valeurs m'inspirent, dont le comportement m'inspire dans mon quotidien. Merci beaucoup, Madame Baker, pour cette réponse. Et peut-être que, Madame Michel, vous pouvez nous dire aussi, c'est quoi un rôle modèle pour vous? Un rôle modèle, pour moi, c'est une personne, donc comme Madame Sylvie Baker l'a dit, donc c'est quelqu'un qui inspire, c'est une personne qui motive et qui booste la personne à développer son ambition et être ambitieux. Et c'est une personne qui sert de modèle, de repère, en tenant compte, bien sûr, de sa propre vision, comme je l'ai dit tout au début, sa propre vision et sa valeur. Et quand on choisit un rôle modèle qui se rapproche un peu de ses valeurs, donc c'est plus facile
de suivre les pas de son rôle modèle, mais sans calquer à 100% son rôle modèle. Donc, c'est une personne qui motive et qui inspire, si je dois être voilà, bref. Merci beaucoup, Madame Michel. Madame Monette, que pensez-vous? Oui. C'est quoi un rôle modèle pour vous? En fait, je me suis jamais posé la question de trouver un rôle modèle, mais j'ai une anecdote, c'est que j'étais toute jeune, mes enfants étaient encore assez jeunes et j'assiste à une conférence d'une dame qui, à l'époque, devait avoir presque 50 ans, qui avait aussi des enfants et qui expliquait qu'en fait, elle avait lu un super livre qui s'appelle What Women Want, donc ce que veulent les femmes. Et elle expliquait que les femmes n'osaient pas dire ce qu'elles souhaitaient, qu'elles attendaient plutôt que ça vienne tout seul. Et donc, je discute après avec elle et je la trouve vraiment formidable, mais je ne me suis pas dit, tiens, ça. Et voilà. Excusez-moi. Et je pense que 3 jours après, dans l'entreprise dans laquelle je travaille, il y a un poste qui se libère. Et je me dis, bon sang, ça, c'est le poste que je veux. Et en fait, j'appelle le manager et je lui dis, écoute, ton poste, vraiment, il me parle, je suis faite pour ce poste, j'ai envie de ce poste. Et si j'avais pas eu cette dame-là quelques jours avant qui m'a dit, qui disait aux femmes, osez dire ce que vous voulez, je crois que j'aurais jamais appelé. Et en fait, j'ai appelé, j'ai eu le poste. Et ça a été super. Et je me suis dit après, ah mais voilà, ça c'est un rôle modèle. Ça c'est quelqu'un qui m'a inspirée, qui m'a poussée à l'action alors que j'osais pas le faire parce que je me suis dit, non, mes enfants sont encore en bas âge, il faut plus que je me consacre à eux. Et voilà, et j'ai obtenu le poste. J'ai su joindre les deux, à la fois être maman et avoir ce super poste. Et je me suis dit après, ben voilà, ça c'était mon rôle modèle. Merci beaucoup pour cette explication qui vaut le mérite d'être claire dans un moment donné. Donc peut-être que finalement, vous aussi, vous qui nous regardez, même si je ne peux pas encore voir vos messages, vous avez eu plusieurs rôles modèles tout au long de votre parcours. Et pour vous, Madame Ndiaye, c'est quoi un rôle modèle? Je pense qu'il y a pas mal de choses qui ont été intéressantes, en tout cas qui ont été partagées. Mais vraiment, effectivement, il y a cette notion d'inspiration et cette notion également de la personne à ce à quoi on aspire au final. Quand on voit un rôle modèle, en fait, c'est tout simplement une projection de ce qu'on aimerait être plus tard. Quelqu'un vraiment qui nous inspire et on se dit, waouh, ce chemin-là, en tout cas, cette personne-là a eu un parcours qui est très intéressant. Et plus tard, j'aimerais en tout cas aller voilà, dans ce sens-là, bien évidemment, tout en étant accordé à qui nous sommes. Mais en tout cas, on a une idée, en tout cas, de ce que nous inspire au final la personne que l'on va devenir dans le futur. Excellent, merci beaucoup. Avec tout ça, vous qui nous suivez, je ne sais pas lire encore vos commentaires, mais n'hésitez pas à l'écrire. On ira sur les pages par après pour pouvoir y répondre et comprendre ce que pour vous représente un rôle modèle. Alors, j'ai lu quelque part, nos héros nous montrent le chemin vers le désir de notre cœur. Nos modèles nous incitent à leur ressembler davantage. Nos mentors nous aident à découvrir et à libérer notre véritable potentiel. Donc, il y avait en même temps 3 concepts, héros, rôle modèle et mentor. Ce qui me pousse à vous poser, vous qui êtes avec nous, mesdames, aujourd'hui, la première question, c'est comment vous avez fait pour définir votre rôle modèle? Ou si vous êtes comme Madame Monette, que vous n'avez peut-être pas pensé à ce rôle modèle, mais comment vous vous êtes dessiné un futur sans savoir où est-ce que vous allez, enfin, comment vous avez fait pour vous dire je vais devenir ça dans la vie. Voilà, c'est ça la question. Voilà, on va commencer avec Madame Baker. Peut-être vous pouvez nous donner aussi votre rôle modèle. Je pense que vous l'aviez dit la fois passée. Et je vais essayer d'appeler ma mémoire. C'était Michelle Obama. C'est bien ça, c'est bien ça. Voilà. C'est Michelle Obama par ce qu'elle est, également par ses valeurs, par la manière dont finalement elle a été une épouse pour un président, parce qu'elle a quand même laissé de côté sa carrière. C'était une avocate brillante. Par la maman aussi qu'elle a été et par le rôle qu'elle a joué aux États-Unis, mais partout dans le monde, parce que son rayonnement était en fait partout dans le monde. Mais de manière plus proche, évidemment, avant Michelle Obama, j'ai eu des rôles. C'est clair que quand on est enfant, on dit que tout se joue avant 6 ans, même si je ne crois pas, mais il y a une grande partie déjà qui nous définit. Moi, j'ai eu ma grand-mère, j'ai eu ma mère,
qui ont été mes rôles modèles. Elles m'ont appris en fait le dépassement de soi. Elles m'ont appris aussi à finalement compter sur moi. Ma grand-mère me disait toujours ton premier mari, c'est ton travail. Ça voulait dire ce que ça voulait dire. Donc, elle a été mon rôle modèle parce que elle a appris à compter sur elle très vite et finalement à arriver à se définir en dehors d'un homme. Pour moi, ça a été un grand modèle et surtout ne jamais se satisfaire de ce qu'on a, mais toujours vouloir aller plus loin. Oui. Ma mère également. Donc, ma mère m'a eu tôt parce qu'à l'époque, c'était comme ça. Donc, elle avait 18 ans, elle a dû interrompre ses études. Pourtant, c'était une femme très intelligente. Mon père était à l'époque encore étudiant et en fait, elle apprenait à travers lui, ce qui fait que les gens avaient l'impression qu'elle était universitaire. Mais elle a décidé quand même de se lancer, d'être entrepreneur. Donc, elle a été aussi mon modèle dans ce sens-là parce qu'elle a été autodidacte. À cette époque, on n'avait pas autant de possibilités qu'aujourd'hui. Donc, je dirais que dans ma vie, ces deux femmes, en tout cas tôt, ont été mes modèles. Merci beaucoup, Madame Baker. Et peut-être vous qui nous suivez, vous allez donner raison à Madame Baker. C'est vrai qu'on imagine des rôles modèles là au meilleur de ce qu'on veut devenir, mais tout au long de notre vie, on a ces rôles modèles qu'on n'oublie pas de mentionner. C'est très important de le mentionner quand on se retrouve aussi entre femmes, que les premiers, parfois, les rôles modèles sont vraiment notre entourage très proche, notre maman, notre tante, notre grand-mère, etc. Donc, dites-nous, vous aussi, si vous êtes d'accord avec cette affirmation. Madame Micheng, comment vous avez, vous, décidé, enfin, défini votre rôle modèle? Comment vous l'avez trouvé, décidé que ça m'a l'air d'être une voie à suivre? Pour moi, pour définir mon rôle modèle, j'ai d'abord commencé par avoir ma propre vision et mes valeurs. Alors, sur base de ma vision, j'ai vu quelle femme pourrait m'inspirer pour aller de l'avant, pourrait me motiver à continuer dans ma vision. Donc, la première dame, c'était Michelle Obama. C'est une femme ambitieuse, c'est une femme en même temps qui joue un rôle qui était l'épouse du président, qui était une vraie, je peux dire, administratrice, qui était une vraie secrétaire, je peux dire, assistante de son mari, en même temps une bonne mère. Donc, cette dame pouvait jouer les trois rôles, assistante du mari, une bonne mère, et jouer son rôle dans son propre travail. Et moi, avec ma vision, avec tout ce que j'avais comme projet et ambition, en même temps mère, épouse, je ne voulais pas que ma vision s'arrête en chemin. Je voulais aller évoluer, aller plus loin. Je me dirais, pourquoi ne pas faire comme Michelle Obama un jour? Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'elle a fait pour ne pas lâcher? Qu'est-ce qu'elle a fait pour ne pas baisser les bras et arrêter, stopper sa vision? Donc, c'est une femme qui m'a beaucoup inspirée. À chaque fois, je suivais de près tout ce qu'elle faisait. Donc, du coup, elle m'a motivée. Elle n'était pas la seule dame qui était comme rôle modèle. J'ai eu plusieurs rôles modèles. J'en ai parlé la fois passée. Il y avait aussi la dame dans le secteur financier où je travaille. Il y a une dame, Claire Godin, c'est une dame qui gère le projet de diversité. Alors, c'est une dame qui peut organiser, qui peut rassembler plusieurs personnes en moins d'un mois. Elle arrive à rassembler les bonnes personnes pour traiter une thématique spécifique. Et elle arrive à motiver les personnes qu'elle rassemble. Et je me disais, mais cette dame, elle m'inspire. J'aimerais vraiment faire comme elle, trouver des solutions à des thématiques spécifiques et avec des bonnes personnes. Et je voulais faire comme elle. J'ai dit, je dois arriver à faire ça, arriver à motiver les gens, arriver à convaincre les personnes à suivre ma vision. Et la troisième dame, c'était Madame Kibassa. C'est une femme, d'abord, elle est africaine, elle est noire d'origine et qui était dans le monde, elle est entrepreneur, qui travaille dans le monde politique avec des hommes. Mais cette femme a pu se défendre, elle a pu s'affirmer avec tant d'hommes. Elle a pu convaincre d'autres femmes, comme moi. Elle était dans plusieurs organisations, dans l'entrepreneuriat. Elle était députée provinciale en charge de l'économie. Elle avait plusieurs casquettes. C'était une femme qui m'inspirait aussi. Donc, du coup, j'avais déjà moi-même ma propre vision. Je n'ai pas calqué à 100% mes rôles modèles, mais j'ai juste pris quelque chose de chacune d'elles pour avancer et développer ma vision. Donc, voilà, c'est un peu ça. Comment j'ai défini mon rôle modèle.
Merci beaucoup, Madame Michel. Donc, il y a évidemment beaucoup d'éléments, Oui. beaucoup de personnes dans notre entourage sur le parcours, dépendant de ce qu'on essaye d'atteindre. Voilà. Madame Monette, on a compris que votre rôle modèle, bon, vous y avez pensé un peu rétrospectivement. Ah, mais celle-là m'avait inspiré. Est-ce qu'il y a eu d'autres personnes comme ça qui vous ont poussé au niveau, au prochain niveau, au niveau supérieur? Et que vous vous êtes dit, vous vous dites aujourd'hui, il mérite bien le titre de rôle modèle. Oui, alors je vais compléter avec Michelle Obama parce que j'ai lu en plus son livre et je trouvais que c'est une dame qui a réussi à exister sans éclipser son mari, qui a vraiment coexisté. Et la femme, bon maintenant ils vont divorcer, mais Melinda Gates était comme ça aussi. Oui. La femme de Bill Gates, qui est quand même le visage, quand ils ont créé leur fondation, il y avait son nom dedans. Et on voit qu'elle est vraiment active. Une femme qui m'a inspirée aussi, qui est assez connue, c'est Diane von Furstenberg. C'est une créatrice de mode. Elle fait les robes drapées. Elle est belge à l'origine et puis elle est partie à New York. Et en fait, elle est partie à New York, elle avait 18 ans, elle n'avait rien du tout. Donc, elle a épousé je crois qu'il est noble, von Furstenberg. Puis elle a divorcé, elle a gardé le nom. Et elle a eu 1001 vies. Mais elle a toujours été là, elle a connu des revers, elle s'est relevée et en fait, elle fait son petit bonhomme de chemin et aujourd'hui, c'est un des grands mécènes au niveau culturel aussi et c'est une des rares mécènes femmes qui sait mobiliser comme ça les gens autour d'elle pour des bonnes causes. Donc elle m'a inspirée aussi. Mais c'est vrai que je rejoins Esther, c'est que j'ai travaillé aussi dans des grandes sociétés et on prend parfois des modèles de femmes qui sont un peu plus haut que nous dans la hiérarchie et qui nous inspirent aussi. Mais alors, il y a certaines femmes qui ne nous inspirent pas du tout. Et c'est marrant parce que construire sa propre vision, je crois que ça passe aussi parce qu'on voit des comportements qui, je trouve, sont très loin du mentoring, alors que je trouve qu'une femme qui a percé le plafond de verre, désolée, il faut être dans le mentoring, il faut aider les autres. Oui. Et donc, des femmes qui ne l'étaient pas du tout. Et je crois qu'on peut se construire en disant, ben ça, je ne veux pas être. Oui. Et je veux être le contraire. Et de pouvoir aussi se construire avec des modèles qui nous inspirent, mais aussi avec des gens qui ne nous inspirent pas du tout. Où on se dit non, ça, je ne veux pas, ce n'est pas aligné avec mes valeurs. C'est vrai, c'est vrai. Et ce que j'allais dire, c'est que les autres sont des miroirs. Dans ce que vous dites, on le ressent très fort. Et c'est vrai qu'on peut devenir en s'inspirant d'un rôle modèle, mais on peut aussi décider ce qu'on ne veut pas être en regardant d'autres femmes, en se disant non, moi, dans sa position, je ne ferai jamais comme elle. C'est excellent. Dites-nous. Les femmes que je n'aimais pas, pourtant j'ai travaillé dans un milieu masculin. J'ai aucun problème à travailler avec des hommes parce que je pense que de par ma formation aussi, j'ai vraiment pas de soucis. Et ce que je n'aimais pas, c'est les femmes qui veulent être des hommes au bureau, qui pensent qu'elles doivent perdre de leur sensibilité, de leur empathie pour être d'égal à égal avec les hommes. Alors que je trouve qu'on a un avantage formidable que n'ont pas les hommes en entreprise. On a un rapport aux gens et un rapport aux choses qui sont tout à fait différentes. Et lieu de se dire, c'est une faiblesse, on va le cacher. Non, mesdames, faites-en justement un avantage parce que c'est votre différenciation. Et les hommes le reconnaîtront, ils vont dire, ah oui, mais c'est vrai, toi, tu vas faire les choses autrement et c'est mieux comme ça. Voilà. Et ce modèle de femmes qui sont trop masculines, je trouvais que ce n'était pas la bonne approche, en tout cas. Exactement. Merci beaucoup pour ce partage ici. Dites-nous si vous aussi, vous en pensez autant. Donc, on revient et on continue avec Madame Ndiaye. Comment vous avez fait pour définir votre rôle modèle, le trouver et vous dire, ça, c'est la voie que je veux suivre? Yes, super. Merci en tout cas pour la prise de parole et merci à toutes pour vos partages inspirants. Alors, je ne pense pas que je dirais que j'ai un rôle modèle précis. Par contre, effectivement, j'ai pas mal de femmes qui m'inspirent, notamment, vous en avez cité, Oprah Winfrey, Michelle Obama, ma mère également une femme inspirante que j'aimerais suivre en tout cas par rapport à son parcours. Mais je dirais que si je dois définir aujourd'hui un rôle modèle, c'est tout simplement la personne que je souhaite être dans 10 ans, tout
tout simplement, avec toutes les qualités, toute la vision, toute la confiance, la certitude que je serai dans 10 ans. Merci beaucoup. C'est intéressant d'avoir ce genre de rapport à son image du rôle modèle, c'est se dire finalement, c'est une capture de moi dans X temps. Voilà. Généralement, on parle de 5, 10, 15, voilà. Et là, c'est dans 10 ans. Merci pour ce partage d'opinion. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a bien sûr des rôles modèles externes, on a des rôles modèles internes. Est-ce que vous différenciez le rôle modèle? Tout à l'heure, je vous ai dit que nos héros nous montrent le chemin vers le désir du cœur. Nos rôles modèles nous incitent à leur ressembler. Nos mentors nous aident à découvrir et à libérer notre véritable potentiel. Est-ce que vous distinguez, est-ce que vos rôles modèles, non pas quand ils sont loin, mais est-ce que vous avez déjà eu la chance d'avoir des rôles modèles qui sont en réalité aussi des mentors, proprement dit? On va peut-être avoir la réponse de Madame Michel. Oui, Claire Godin, toujours la responsable de diversité dans les secteurs financiers Febelfin. Donc, elle est en même temps coach mentor. Donc, c'était un rôle modèle qui est aussi mon mentor parce que moi, dans la banque où je travaille, je voulais gérer, m'occuper de la diversité multiculturelle. Et Claire m'a coaché, m'a montré comment arriver à défendre ma vision, comment arriver à faire accepter ma vision auprès de la hiérarchie. Donc, c'était vraiment pendant 1 an que j'étais tout le temps dans ces événements, dans ces réunions pour voir comment elle fait. Des fois, on avait des réunions en petit comité. Et parfois, quand elle demandait de se faire assister, s'il y a quelqu'un qui pouvait l'aider ou soit l'épauler dans ce qu'elle faisait, j'étais tout le temps partante pour être avec elle, pour l'assister, parce qu'en l'assistant, j'apprenais d'elle. Donc, pour moi, c'était vraiment un coach, c'était du coaching de manière indirecte. Donc, c'est une dame qui m'a coachée et qui m'a beaucoup inspirée. Merci beaucoup, Madame Michel. Et puis, peut-être, Madame Dieye, vous êtes coach en vente et mindset. Comment est-ce que vous utilisez ce que vous savez de vos rôles modèles ou votre image de vous dans 10 ans pour finalement mentorer, coacher des gens? Yes. En tout cas, par rapport au rôle modèle, c'est vrai que je me rends compte que les personnes en tout cas qui m'ont accompagnée, qui m'ont mentorée, généralement c'est des hommes, c'est vrai. Et je me suis pas encore faite accompagner vraiment d'un point de vue mentorat par une femme. C'est intéressant. Ah, c'est intéressant. Yes. Ouais. C'est vrai que ouais, les personnes, en tout cas aujourd'hui, que quand je pense aux coachs que j'ai pu prendre, etc., généralement c'est souvent effectivement des hommes. Ah. Ben, je suis curieuse de savoir si les femmes qui nous regardent se reconnaissent dans Madame Dieye. Est-ce que vous aussi, vous avez été plutôt coachée, mentorée par des hommes? Et puis, peut-être que Madame Monette va pouvoir aussi nous le dire, nous répondre à cette question, étant donné qu'elle fait partie du cercle d'affaires B19. Je ne sais pas s'il est constitué essentiellement d'hommes. Déjà, c'est peut-être la question qu'on se pose. Et puis, la seconde, ben, en tant qu'entrepreneur de manière personnelle, est-ce que vous avez eu l'opportunité d'être coaché, mentoré, et du coup, on s'intéresse à savoir si c'était plutôt un homme ou une femme. Alors, non, pour répondre à la question, au B19, on a un peu plus de 30% de femmes, ce qui peut paraître peu, mais que pour un club d'affaires, c'est pas si mal. Et donc, on continue nos efforts pour attirer des femmes. Oui. Et c'est l'une de nos préoccupations, clairement. Dans nos messages, on le cible vraiment. Et comme c'est un cercle d'affaires qui est assez convivial, qui est assez relax, qui n'est pas dans du formel, je pense que ça nous aide aussi à attirer des femmes qui sont, voilà. Ça, c'est un premier point. Mais alors, moi, je rejoins Oreille parce que j'ai été coachée, mentorée par des hommes aussi. Et je pense que ce sont des hommes qui veulent aider les femmes à progresser. Mm-hmm. Et donc, quand ils voient une femme qui progresse, ils ont plus tendance à vouloir l'aider aussi, parce que peut-être et des hommes plus âgés aussi, parce que peut-être que je ressemble à leur fille, mais il y avait une volonté de vouloir pousser aussi cet aspect-là des choses. Et c'est vrai que j'ai eu 2 mentors comme ça. Et alors, une de mes collègues a été mon mentor, enfin, et elle est toujours, on se mentor mutuellement, je vais dire comme ça, mais parce qu'elle avait 10 ans de plus que moi. Et donc, elle était passée par des stades par lesquels je passais aussi. Et donc, elle m'a aussi aidée
aider davantage, quoi. Mais parfois, être une femme, ça a des avantages. Je vous raconte une anecdote. Je présente un projet pour lequel je demande du budget. Et donc, j'arrive en fin de journée, il y a 2 heures de retard, donc ils sont 12 hommes autour de la table, c'est eux qui valident le budget pour mon projet. Et j'arrive en fin de journée, au lieu d'avoir une demi-heure, j'ai plus que 5 minutes. Je me dis, ouf, là, ça va pas le faire. Donc, toute la présentation, l'argumentation, on oublie. En plus, les gens sont fatigués, veulent juste aller rentrer chez eux. Et en fait, j'arrive dans cette pièce et ils sont tous sur leur GSM et sur leur ordinateur. Donc, aucun Bon, ils me connaissent, hein, donc ils savent que je suis sérieuse et tout. Et j'arrive et tout en grand, je commence et je dis « Hello, ladies ». Et alors, tous les hommes, dans leur fierté masculine, se redressent. Et je dis « Voilà, maintenant que j'ai votre attention, vous allez m'accorder 5 minutes parce que ça fait quand même 2 heures que vous êtes en retard et que j'attends pour pouvoir passer. » Et je trouve qu'être une femme, c'est aussi ça, c'est de pouvoir avoir quelque part une légèreté et puis redevenir sérieuse. Et j'ai eu mon budget. Voilà, et donc voilà, il y a toute une approche, mais je pense que je rejoins vraiment Ouraï, c'est qu'on est aidé aussi par des hommes. Oui, merci beaucoup de le mentionner. C'est vrai que les hommes le disent souvent, se plaignent souvent quand les femmes se réunissent. Oui, mais vous voulez faire un monde où il n'y a que des femmes? Certainement pas. Et ici, en tout cas sur la table ronde, on l'a répété assez souvent, la complémentarité. Mais comme l'a dit Madame Monette plus tôt, que la femme reste la femme et que l'homme reste l'homme, quoi. C'est parce qu'alors on est vraiment complémentaires. C'est très intéressant d'aborder les choses comme ça. Alors, on a la prochaine question. Nos invités nous rejoignent, mais je leur rappelle d'activer leur caméra, comme ça on peut les faire entrer. Je m'excuse vraiment d'emblée parce que je ne sais pas pourquoi je ne reçois pas vos messages, mais ce que je vais faire, c'est faire un tour. Dans quelques minutes, je ferai un tour. Bonsoir à tous ceux qui sont avec nous. Merci beaucoup de nous suivre. Je vois que sur Facebook, on nous écrit « Merci beaucoup pour votre émission ». Merci Madame Marie-Paul Babli, merci Sidoukou, merci à tous qui nous suivez et désolé de ne pas pouvoir prendre vos commentaires, mais je vais les prendre à un moment donné en allant faire un tour sur les plateformes. Oui, alors, il y a Madame Chantal Yelo-Moulop, la conseillère du président en charge de la jeunesse et violences faites aux femmes, a des soucis, donc des connexions. Donc, elle essaie, donc j'espère qu'elle va pouvoir nous rejoindre. D'accord, très bien. On espère en tout cas qu'elle pourra nous rejoindre. On sait que c'est pas évident les vendredis. Voilà. Ce que on a entendu, on a eu beaucoup d'échos, on a eu beaucoup de feedback sur la façon dont vous voyez vos rôles modèles. C'est aussi c'est très intéressant de découvrir les rôles modèles d'autres femmes parce que peut-être qu'on devrait s'intéresser aussi à ces rôles modèles pour comprendre. En tous les cas, est-ce que vous pensez que réunis ainsi, par exemple, on discute de leadership féminin, mais est-ce que vous pensez que finalement le leadership collectif peut initier, inspirer des solutions pour des problèmes liés à la condition de la femme? Ça, c'est la première question. Et ensuite, peut-être, avec quel caractère? Avec de l'assertivité, avec, je ne sais pas, plus de douceur? C'est un peu à vous de nous dire ça, mesdames. On va commencer par... d'ailleurs, Madame Baker est de retour. Voilà, très bien. Merci. Alors, je ne sais pas si vous avez eu l'opportunité d'entendre ma question, Madame Baker. Peut-être la fin, si vous voulez bien la répéter, merci. D'accord. Donc, on se demandait si le leadership collectif peut, d'une manière ou d'une autre, nous permettre à nous, les femmes, ensemble, bien sûr pas sans les hommes, on voit bien ici qu'ils sont souvent derrière une femme qui réussit. Donc, toutefois, est-ce que le leadership collectif peut nous permettre de résoudre, d'apporter des solutions à des problèmes liés à la condition de la femme? Alors, commence par vous. Oui, c'est à moi. Voilà, d'accord. En fait, oui, tout à fait. Il est clair qu'ensemble, l'union fait la force et on va beaucoup plus loin ensemble. Nous avons besoin les unes des autres. Hein. Moi, je crois beaucoup à la notion de sorority, qui est beaucoup plus développée donc aux États-Unis, où effectivement les femmes se tiennent entre elles pour justement aller plus loin.
Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que on ne fera pas les choses pour nous. Donc, nous avons souvent les mêmes problématiques, que ce soit en termes d'emploi, que ce soit en termes de maternité, que ce soit voilà, dans nos différents, je dirais, rôles. Hein, nous avons beaucoup plus de rôles différents que nous assumons pleinement. Et en fait, on peut apprendre les unes des autres, mais aussi on peut se soutenir. En Afrique, il y a beaucoup d'associations de femmes, que ce soit les tontines, que ce soit les coopératives également dans le domaine agricole et autres. Et on voit bien qu'elles sont beaucoup plus fortes pour imposer des prix, parfois pour défendre aussi leurs droits, parfois aussi pour échanger, parce que il est clair qu'en Afrique, le rôle de femme, le rôle d'épouse, de mère, il est primordial. Souvent, c'est à partir de ce moment-là qu'on devient finalement respecté ou même respectable. D'où finalement, quand on appelle quelqu'un maman, c'est en fait un terme très respectable. Donc, ces mamans, quand elles se mettent ensemble, c'est là qu'elles sont fortes. Et on voit bien sur le terrain tout ce qu'elles réalisent en termes de vente, de coopérative. Bon, pas seulement, également dans les églises, également lorsque finalement elles s'occupent aussi de leurs jeunes sœurs. Donc moi, je crois beaucoup dans ce leadership féminin. Maintenant, c'est vrai qu'il faut aller un peu plus loin. Hein, la majorité des hommes aujourd'hui, c'est eux qui sont les leaders. Il y a peu de femmes leaders. Parfois même, on le voit dans le milieu hospitalier, par exemple. Ici, il y a énormément d'infirmières. Il suffit qu'il y ait quelques infirmiers, c'est eux qui vont tout de suite prendre le leadership. Ce qui est étonnant. Donc, il y a encore beaucoup à faire. Mais je crois beaucoup à la solidarité entre femmes. Merci beaucoup. Parce qu'il s'agit de ça, en fait. Quand on parle de leadership collectif, il s'agit de devenir solidaires les unes avec les autres. Est-ce que, Madame Micheng, vous pensez aussi d'abord, premièrement, que le leadership collectif peut nous permettre de résoudre ou d'apporter des solutions à des problèmes liés à la condition de la femme? Et qu'est-ce qui, selon vous, du coup, bloque cette solidarité qu'on pourrait avoir et qui pourrait nous emmener plus loin? Oui, déjà, pour commencer, oui, je crois vraiment à 100% que le leadership collectif peut aider à résoudre beaucoup de problèmes que les femmes rencontrent. Déjà, si les femmes, donc avec le leadership collectif, les femmes, on s'influence et on se motive mutuellement et c'est réciproque. Et ensemble, on peut arriver à atteindre une plus grande cible que d'agir de manière isolée et individuelle. Donc, si on collecte de manière collective, on a tous toute la même vision. Et déjà, le fait que nous sommes réunis toutes les 5 là, on s'inspire déjà mutuellement. Chacune de nous a son vécu, a sa propre expérience. Moi, j'apprends beaucoup de Sandrine, j'apprends beaucoup de Nancy, de Sylvie, de Ouraï. Donc, toutes les femmes que j'ai rencontrées jusque-là m'ont inspiré et j'ai appris quelque chose de chacune d'entre elles. Et chacune, donc il y a par exemple Madame Aimée Magnon qui n'arrive pas à se connecter, qui a pu mobiliser, qui a fait beaucoup de choses au Katanga. Donc toutes ces femmes qui ont pu faire quelque chose pour motiver, booster les femmes, si ensemble on s'est réunis, que ce soit en Belgique, parce que dans le réseau, aujourd'hui je suis contente qu'il y a plusieurs femmes dans notre réseau qu'on a créé. Donc c'est vraiment un réseau international avec les femmes de partout en Afrique, en Amérique, l'Europe. Donc, c'est intéressant de partager chacune l'expérience de son propre pays, parce que dans tous les pays, on ne vit pas la situation de la même façon. Oui. En Belgique, il y a un autre niveau, les femmes peut-être prennent un peu plus les devants. En Afrique, les femmes c'est pas dans tous les pays, donc chaque pays a son niveau d'avancement, mais ensemble, réunis là, on peut arriver à se motiver, on peut arriver à s'influencer aussi pour réveiller les autres femmes. Pour moi, je pense que cette initiative, donc avec les leaderships collectifs, je crois fortement, je crois vivement qu'on va arriver à atteindre le but de booster l'entrepreneuriat féminin et motiver beaucoup de femmes et de chacun agir de manière individuelle. Et j'associe à ça l'assertivité, parce que déjà, avec l'assertivité, on a la capacité d'exprimer sa vision sans pour autant empiéter sur les autres et développer aussi l'écoute des autres. Donc, quand on est assertif, on arrive à
exprimer sa vision dans son entourage. Parce que déjà, en tant que femme, pour arriver à convaincre, c'est déjà avec notre propre nature de femme, déjà, il y a l'infériorité. Et les femmes qui n'arrivent pas à s'assumer, directement, elles sont affaiblies et n'arrivent pas à exprimer leur vision. Mais avec l'assertivité et le leadership collectif, je pense qu'on va arriver à résoudre les différentes problématiques, les obstacles que rencontrent les femmes. Donc voilà un peu ma vision pour cette thématique. Merci beaucoup, Madame Bouquin. Madame Monette, que pensez-vous du coup du leadership collectif? On serait curieux aussi de le comprendre de votre point de vue, avec l'expérience que vous avez peut-être avec beaucoup plus d'hommes dans un réseau qui a l'air beaucoup plus masculin. Est-ce que l'assertivité peut nous aider à rentrer dans un réseau comme celui-là? Qu'est-ce qui manque finalement? Pourquoi les femmes sont par exemple pas dans ce réseau? Pourquoi est-ce qu'il y a une femme comme vous, mais finalement peut-être votre leadership, votre rayonnement autour de vous n'emmène pas plus de femmes que ça dans ce réseau, par exemple, pour être vraiment très spécifique, vous pensez? Il y a 2 points. Il y a un point, je voudrais revenir sur ce que tu disais, Esther. C'est qu'à un certain moment, tu as fait la référence nord-sud. Et je vois qu'il est presque 19 h et c'est la première fois qu'on fait cette référence nord-sud. Tout le reste de la discussion, c'était une discussion entre femmes. Et je me suis dit, en fait, à aucun moment on a fait une référence nord-sud. Enfin bon, ici tu en as parlé, parce que moi je suis pas avec des femmes du nord ou du sud, moi je suis avec des femmes leaders. Et donc, et ça je trouve, et je te remercie Esther d'organiser, parce que avoir comme ça de cultures différentes des femmes qui se rejoignent, on voit que finalement on a les mêmes défis, on a les mêmes réflexes. Et je trouve que ça, c'est vraiment à refaire et à faire de plus en plus. C'est une chose. Un autre point, c'est que je crois comme femme, on ne se dit pas un matin, je vais devenir leader. Je crois qu'on prend tellement en charge au quotidien que naturellement, on devient leader. Et alors, je caricature peut-être avec les hommes, mais je crois qu'une femme ne va pas se sentir leader parce qu'elle, justement, elle a un titre ou une fonction dans une société. Je pense qu'elle se sent leader parce que, comme vous le dites très bien, on est mère, on est sœur, on est amie. Et je crois que c'est tellement naturel chez nous de gérer plusieurs choses dans notre vie que naturellement, on va attirer d'autres femmes. Et je pense que là, il faut qu'on fasse, nous, attention, c'est que si on attire d'autres femmes, il faut pouvoir les accueillir dans notre dynamique. Parce que, et c'est qu'on voit comme ça, a priori, qu'effectivement, on a du leadership parce qu'on suit, et pouvoir dire, mais s'il y a d'autres femmes qui sont peut-être plus jeunes ou plus fragiles, accueillons-les, soyons attentives et emportons-les avec nous dans notre route, quoi. Je crois que c'était... Parfait. Merci beaucoup pour cette réponse. Merci, Madame Monette. Et puis, Madame Dieye, à vous peut-être aussi de nous donner votre opinion sur la question. Est-ce que le leadership collectif peut nous permettre de, poser les bases, trouver des solutions à des soucis liés à la condition de la femme dans la société, et puis en termes aussi d'assertivité. Vous allez nous parler aussi d'expérience, sans doute en tant que coach. Est-ce que l'assertivité est une notion ou un trait de caractère qui vous a permis, vous, de vous faire votre place et peut-être de prendre d'autres femmes avec? Yes, super. Par rapport en tout cas au leadership collectif, effectivement, il y a ce fameux dicton qui dit que seul on va vite, mais ensemble on va loin. Donc, je pense que là, la réponse, c'est ça, la réponse est vite donnée dans ce sens. Ce qui est sûr, c'est que plus on est de femmes, en tout cas, à s'unir au final, c'est ça, parce que généralement, ce qui nous désunit, c'est le fait justement de vouloir être individualiste. Mais si ensemble on réunit tout simplement nos forces, nos expériences, si on a un but en plus commun et qu'on veut avancer dans une direction commune, bien sûr que ce sera beaucoup plus impactant, ce sera beaucoup plus puissant et on pourra tout simplement aider un maximum de personnes quand on est en tout cas réunis, plutôt que de faire route à part ou en tout cas route individuelle. Et par rapport à l'assertivité, c'est une superbe qualité. Je pense que moi, j'ai évolué principalement sur des postes du coup dans la vente. Et dans la vente, bien évidemment, qu'il faut être assertif. Sinon, on ne va pas aller très loin. Et ce que j'aime bien avec l'assertivité, effectivement, c'est qu'on peut en fait tout simplement être ferme. On peut avoir confiance en soi.
on peut parler avec conviction, avec détermination, sans pour autant être perçu comme arrogant, comme sévère ou autre. Et l'assertivité, en tout cas, est une superbe qualité qu'on doit développer, qu'on se doit de développer. Pour les personnes qui nous écoutent, je ne sais pas si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, recherchez le mot dans le dictionnaire, clarifiez vraiment les mots et tout simplement, en tout cas, inviter cette qualité-là parmi vos qualités, parce que c'est vraiment ce qui va vous permettre, en tout cas, d'avancer avec une certaine confiance, une certaine certitude, sans tout simplement se rabaisser, en fait, devant qui que ce soit. Parce que peu importe notre parcours, peu importe notre expérience, on a tous tout simplement notre contribution et notre place dans ce monde. Donc, il faut vraiment prendre sa place avec assertivité. Merci, Madame Diaye, avec assertivité, c'est magnifique. Alors, on va pouvoir dire au revoir. Ah non, peut-être pas. Madame Sandrine Monette a un petit point à nous faire passer. Oui, on vous écoute. Oui, j'enchaîne sur Oureille. C'est que tu parlais de qualité d'assertivité. Et alors, il y a des schémas comme ça en entreprise où un homme va avoir une qualité, par exemple, il va pouvoir argumenter. On va dire, waouh, ça, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argumentation. Une femme va faire ça, on va dire, ah oui, non, mais ça, c'est une ennuyante, quoi. C'est une pelante, c'est une enquiquinante. Et je trouve que pour avoir du leadership, surtout collectif, et je te rejoins, il faut passer au-delà de ça, laissez-les dire. Ça, il ne faut pas que ça vous touche. Vous devez construire une carapace. Parce que moi aussi, et je me dis, mais j'aurais été un homme, j'aurais jamais eu ce genre de commentaires. Il faut passer à travers. Il y a un moment donné, vous portez déjà tellement de choses, continuez. C'est pas une petite réflexion qui va vous ennuyer. Et c'est vrai que les qualificatifs, enfin, ou les caractéristiques qu'on peut donner sont interprétées différemment, que ce soit un homme ou une femme, mais surtout, vous laissez pas impressionner. Et si je dois rajouter quelque chose, déjà, nous les femmes, par nature, nous sommes fragiles. Et il y a des femmes qui sont, à cause de cette fragilité, qui baissent les bras facilement. Elles ont une vision, elles ont déjà avancé, mais il suffit qu'elles écoutent, voilà ce que l'entourage dit d'elles, l'opinion des personnes qui nous entourent, oui, surtout pour les femmes qui sont mères des familles. Oui, tu sais pas une mère parfaite. Elle est tout le temps dans des événements, des networking, elle est tout le temps dans des conférences. Elle n'a pas le temps pour son foyer, elle n'a pas le temps pour l'éducation de ses enfants. Et du coup, il y a des femmes, le fait d'écouter, d'entendre tout ce que les gens disent, c'est dit, ah oui, je ne joue pas bien mon rôle. Elles baissent les bras, mais elles oublient qu'on peut être bonne dans toutes les deux cas, dans tous les deux cas. On peut être une femme parfaite, on peut être une mère parfaite, en même temps aussi être une bonne femme leader quelque part. Donc, il suffit juste d'être déterminé et organisé pour arriver à concilier les trois. Donc, il ne faut pas baisser les bras parce que les autres disent, voilà, les femmes entrepreneurs, les femmes qui sont tout le temps dans les leaderships, ce ne sont pas des bonnes femmes, des bonnes épouses. Il y en a même certaines qui ont peur de se lancer parce que c'est dit, voilà, je serais mal vue des hommes. Ouais. Et du coup, pour celles qui ne sont pas encore mariées, c'est dit, voilà, en tant que femme, Sylvie Becker l'avait dit la fois passée, elle a vécu ça, elle s'est posé la question, en tant que femme, est-ce qu'un jour un homme peut s'intéresser à une femme comme moi? Si, il y a des hommes qui s'intéressent à ce genre de femmes. Il y a des hommes qui nous soutiennent même dans ces groupes qui font partie de notre réseau des femmes, qui soutiennent notre vision, qui soutiennent la façon de faire les choses. C'est pas parce qu'un homme a dit que voilà, ce genre de femme, c'est pas le genre de femme que j'aimerais avoir que tous les hommes pensent pareil. Non, ces jeunes femmes, ces jeunes dames qui ne se sont pas encore lancées, qui sont peut-être étudiantes, qui ne sont pas encore mariées, qui ont peur de se lancer, de peur de ne pas avoir un homme dans sa vie, de peur de ne pas pouvoir gérer une vie de famille en tant que mère, c'est possible. C'est possible de faire les tout. Donc, il suffit juste d'être bien organisé, bien entouré et déterminé pour y arriver. Mais Esther, on n'est pas tous les jours fort. Il y a des jours où on se sent moins fort et il y a des jours où ces remarques nous atteignent. Mais, et on a le droit aussi d'avoir des jours sans et d'être démoralisé. Le tout, c'est, en tout cas, je trouve, c'est de alors prendre du temps pour soi et de, ok, ça va pas aujourd'hui, ça ira mieux demain et de ne pas non plus en faire tout un blocage parce que voilà, on est humain et que parfois on a envie de pleurer un bon coup parce qu'on est découragé. Mais pleurez, mesdames, faites-vous un bon bain, pleurez un bon coup.
Et demain, vous serez d'autant plus forte mais c'est vrai qu'on n'est pas tous les jours forts et Oui. c'est pas évident. Mais pleurer un bon coup. Oui. Voilà. Ce qui est important, c'est de pleurer et savoir se relever après. Ouais. Voilà. Voilà, tout à fait. S'effondrer, savoir se relever. Oui, je voulais dire, il faut faire la différence entre être fragile et être faible. Ouais. On peut être fragile et forte à la fois. Et je pense que beaucoup de femmes sont fortes, même si elles ont leur fragilité, elles sont fortes. Évidemment qu'il y en a qui sont faibles à côté de ça. Mais c'est vrai qu'on a toute notre fragilité, mais on a aussi cette force en nous qui nous pousse à aller de l'avant, qui finalement fait qu'on fait plusieurs choses à la fois. On se dit, mais comment est-ce que j'arrive à m'occuper de mon enfant, m'occuper de mon mari, m'occuper du reste de la famille, et à côté de ça, moi aussi, travailler. Donc, ça demande beaucoup de force. Il y a des moments où on a un coup de mou, il y a des moments où ça ne va pas. C'est là que l'entourage, que les autres femmes peuvent aussi nous aider. Et dire, moi aussi, ça m'arrive. Et là, effectivement, comme le mentionnait Sandrine, on pleure un bon coup. C'est pas pour ça qu'on est faible. Et après, on se ressource et comme un phénix, on renaît de nos cendres. Merci, merci. Et on entend plusieurs conseils. Je ne sais pas si vous qui nous regardez aujourd'hui, vous pensez, vous êtes en phase avec ces différentes opinions. En tout cas, pour ma part, moi, oui, je pense aussi qu'on doit pouvoir pleurer, on doit pouvoir user de sa fragilité. Un jour, j'ai lu une phrase justement qui disait qui nous invitait à faire de notre fragilité notre plus grande force. Et je crois vraiment que c'est un peu ce que les femmes savent faire mieux que les hommes. Je suis désolée, messieurs, mais il faut le dire. Voilà. Donc, vous pensez qu'on est des êtres émotifs, mais c'est toutefois avec cette émotion, cette fragilité, qu'on arrive à faire des choses tellement... on arrive à faire, finalement, si on en parle bien, correctement, à faire parfois plus que vous. Voilà, parce qu'on se lève en même temps, vous allez au boulot, mais on a toute cette charge mentale qu'on porte sur nous, de la famille, pour celles qui sont mères de famille, de la pression sociale aussi, du regard que les gens peuvent avoir de nous parce qu'on entreprend, par exemple, qu'on ne peut pas penser de vous. Donc, il y a toute une série il y a tout un panel d'éléments que les femmes gèrent même mentalement, avec leur fragilité et qu'un homme ne saurait pas le faire. Et le plus bel exemple, c'est quand un homme est grippé ou une femme est grippée, l'homme est vraiment au bout du rouleau et la femme peut encore se lever, préparer, etc. On le sait. Donc, voilà, c'est un trait de caractère. Après, il y a bien sûr le fait qu'on soit lunaire et qu'on ne maîtrise pas chaque jour du mois nos émotions de nous-mêmes, quoi. Donc, on peut se laisser aller à un peu de fragilité. Alors, mesdames, on passe à la prochaine question, peut-être. Et j'ai lu un commentaire, par exemple, sur LinkedIn. Excusez-moi, je dois prendre ça comme ça. Marie-Fleur qui disait l'analyse de Madame Monette est très intéressante, très juste, je pense. On nous dit bonjour Victoire, merci d'être avec nous. Bonjour Rudy Aoné, merci d'être avec nous. Alors, on nous demande je vous demande comment développer l'écoute de soi dans un monde où tous nous sommes devenus des relais d'information. Comme on a dit, oui, on parle de leadership collectif, mais finalement, comment est-ce qu'on fait pour rester soi lorsqu'on est très entouré? Comment est-ce qu'on fait pour se rappeler de qui on est lorsqu'on poursuit, par exemple, notre rôle modèle et qu'on arrive à une limite, par exemple, où en fait, le rôle modèle, c'est très bien dans la partie professionnelle, mais dans la partie privée, par exemple, on ne la suivrait pas. Comment on fait pour s'écouter et se dire, là, c'est pas pour moi? J'aimerais poser la question qu'on commence avec Madame Diey, peut-être. Yes, super. Pour rebondir rapidement par rapport à ce que disait Esther, il faut vraiment sortir de ces croyances limitantes qui pensent que you can't have it all, on ne peut pas tout avoir. C'est complètement faux. Et moi, c'est ce que tout simplement je partage au quotidien. Je ne me suis pas présentée, mais rapidement dans les grandes lignes. En tout cas, aujourd'hui, j'ai 30 ans, je suis mariée, je suis maman, je suis entrepreneur. Et tout simplement, je gère d'une main de maître ma vie matrimoniale, ma vie en tant que maman et ma vie en tant que femme d'affaires. Et c'est pas une question d'âge, c'est pas une question d'expérience, c'est surtout une question de volonté. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux juste réussir ta vie matrimoniale? C'est bien, mais c'est une chose. Est-ce que tu veux juste réussir en tant que maman et tout simplement dédier tout ton temps à tes enfants? C'est également bien, mais c'est à toi de savoir. Est-ce que tu veux également
entreprendre, mais tu te dis que si tu entreprends, tu ne peux pas également avoir une vie de famille et en plus également t'occuper de ton conjoint. Il y a plein de croyances limitantes qu'on nous a mis au fur et à mesure qu'on doit tout simplement faire une chose et qu'on ne peut pas faire plusieurs choses à la fois. Et c'est complètement faux. Tout dépend de ce que l'on veut. Et la question à se demander, la question à se poser, c'est qu'est-ce que moi je veux? Moi, je sais que, bien sûr que c'est impossible d'avoir un équilibre. Je ne peux pas dire que ma vie est équilibrée. Par contre, je peux dire que ma vie est harmonieuse parce que je fais ce que je veux, parce que je gère tout simplement ma vie comme je le souhaite et que j'arrive tout simplement à avoir une harmonie entre ma vie de maman, ma vie d'épouse et ma vie tout simplement d'entrepreneur. Donc, c'est tout simplement la question à se poser, savoir ce que l'on veut, tout commence par là. Et justement, tu parles d'autorité intérieure, tu parles de comment dans ce brouhaha-là, justement, apprendre au final à s'écouter. Ce que j'aime bien dire, c'est qu'effectivement, on vit dans un monde où il y a trop d'agitation. On vit dans un monde où tout le monde parle dans tous les sens et au final, on oublie au final de s'écouter. On oublie en fait qu'on peut s'écouter soi et on commence tout simplement à écouter les autres. Et si on commence au final à écouter les autres, à écouter la société, à écouter ce que les autres veulent que l'on fasse et qu'on s'oublie, nous, on va mener une vie au final qui ne nous correspond pas. On va mener une vie par défaut. On va s'oublier, on va s'égarer tout simplement de notre chemin, de notre destin, si je peux dire. Et il faut tout simplement se rappeler qu'on a tous une autorité intérieure. Vous savez, vous avez cette voix-là, cette intuition. Des fois, vous avez de l'inspiration. Est-ce que des fois, ça vous arrive, vous avez une idée, vous dites « Ah, ce serait bien que je fasse ça ». Et vous, en fait, après, vous ne passez pas à l'action ou alors vous ne notez pas cette idée et finalement, ça s'évapore. C'est parti. Quand vous avez une intuition, quand vous avez une idée, quand vous vous dites « Pourquoi pas faire ça ?» Si vous pouvez vous le dire, c'est que vous pouvez également le faire. Et il faut vraiment apprendre à s'écouter. Et j'aime bien dire une chose, c'est que les opinions des autres, au final, c'est leurs opinions. Leurs opinions ne sont pas des faits, au final. Si vous avez une idée qui vous vient, si vous avez une volonté, un désir, si ce désir vous vient à l'esprit, c'est que vous avez la possibilité de le réaliser. Sinon, il ne serait même pas venu à vous. Et les autres, malheureusement, peu importe qui ils sont, que ce soit votre conjoint, que ce soit vos parents, que ce soit vos frères, vos sœurs, vos amis, ils vous veulent du bien, mais ils ne voient pas ce que vous voyez. Ce que votre vision, si je peux dire, que vous avez, il n'y a que vous qui l'avez, et c'est pour ça que vous pouvez ressentir, vous pouvez voir la chose, mais ce n'est pas pour autant que vous allez pouvoir l'expliquer aux autres. Et j'aime bien, c'est Steve Harvey, qui est un motivational speaker américain, qui disait « il ne faut pas partager au final ses idées, ses rêves à des esprits qui sont petits, parce qu'ils ne pourront pas vous comprendre. Si aujourd'hui, tu vas voir quelqu'un qui est salarié, qui n'a jamais entrepris, tu lui parles de ton désir d'entreprendre, il va te dire « mais pourquoi tu veux entreprendre? Tu es bien là, tu peux rester dans ton CDI, etc. » Mais on n'est pas sur la même dimension. Donc, il faut également savoir à qui est-ce qu'on s'adresse, à qui est-ce qu'on parle. Et même quand j'entends au final les opinions des autres, est-ce que j'ai envie d'en faire ma réalité? Est-ce que j'ai envie de l'accepter? Et ça, effectivement, il faut travailler sur soi. Il faut comprendre qu'on a sa propre autorité. Il faut tout simplement incarner le leader que l'on est, parce qu'on est tous des leaders. C'est juste que certaines personnes, en tout cas, ont oublié qu'ils l'étaient et préfèrent écouter leur vie, enfin écouter tout simplement les avis des autres pendant toute leur vie. Et j'aime bien également, pour finir, cette phrase qui dit que la vie des gens, donc avis, A-V-I-S, c'est la vie des gens, L-A-V-I-E, des gens. Donc arrêtez d'écouter l'avis des autres et écoutez vous, tout simplement. Merci beaucoup. Donc la vie des gens, c'est la vie des gens. C'est tellement vrai. Merci. Et Madame Monette, que je voyais acquiescer, vous êtes en phase avec ce que disait Madame Zay? Oui, et moi, l'erreur que j'ai faite, c'est que ma maman n'a pas été un modèle dans ce sens-là, parce que ma maman, elle était salariée. Et donc, elle s'occupait bien de son foyer, tout ça. Or, moi, je suis entrepreneuse, j'ai d'autres responsabilités. Et l'erreur que j'ai faite, c'est de vouloir lui ressembler. Et donc, j'allais dans des événements, par exemple, et tout le repas était déjà fait, tout était dans le four, parce que comme j'étais maman, je me devais de nourrir ma famille. Et en fait, je voulais tout faire parfaitement. Et il y a un moment donné où c'est plus possible. Et donc, il a fallu, parce qu'on se met ses propres barrières, il a fallu que je réalise que non, j'étais pas comme ma maman, que tout n'était pas parfait chez elle, parce que vous allez chez elle, tout est nickel, elle arrive, elle a déjà fait des petits gâteaux, et ça, enfin bon, bref, c'est vraiment la mère idéale, et que ben, moi, j'étais pas comme ça, parce que j'avais d'autres passions aussi, et que je devais pouvoir me dire que non, ce serait pas aussi parfait qu'elle,
parce que je me développe ailleurs. Donc aujourd'hui, quand j'ai un événement, les 3/4 des choses sont là, sont quand même un peu prêtes, mais c'est plus à fond. Et là, c'est mon mari et mes enfants qui deviennent grands, qui le font, puis je me dis, ça les apprend et tout, donc c'est très bien. Et c'est Ouais. pouvoir à un certain moment lâcher prise en disant, ben, je suis pas une mauvaise mère parce que le repas, il n'est pas fait jusqu'au bout et que je vais à un événement de networking. Mais il a fallu un travail quand même pour que je puisse à un moment donné lâcher prise et dire, ben moi, je suis pas comme ça parce que voilà, mes intérêts, enfin, mes passions sont aussi ailleurs. Donc, voilà. Tout à fait. Et Merci. si je vais compléter dans ce que Sandrine vient de dire, c'est Mhm. toujours important de convaincre les gens qui nous entourent. Donc, convaincre les gens qui nous entourent pour vous aider comment je vais dire, à t'accompagner dans ta vision. Donc là, par exemple, Sandrine, ouais, on n'arrive plus à faire quelque chose à 100%, on se complète. Elle le fait à 80, à C'est 85% ça. et les 15%, c'est complété par les enfants et les maris. Ouais. Donc, tout ça, ça fait que tu restes une maman parfaite parce que tu es arrivé à convaincre ton mari et les enfants. Tu n'as pas tout lâché, mais tu fais quand même 85%. Et Voilà. les 15% sont complétés par voilà, les maris et les enfants. Tu as pu les Mhm. convaincre. Tu restes la même, tu restes parfaite. Oui, c'est ça. Mais il faut pouvoir l'intégrer mais ça prouve quand même qu'on se met parfois nos propres barrières. Voilà. Ça peut devenir très compliqué. En plus, les enfants ont besoin de devenir indépendants, de savoir faire par eux-mêmes parce qu'un jour, ils iront vivre chez eux. Et c'est vrai qu'à un moment, ce lâcher prise est très important. Puis l'équilibre après le lâcher prise, à le trouver, je crois que c'est pas évident. En tout cas, Madame Baker, qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi, j'aimerais rebondir justement sur ce que Ouraï a dit, hein, Mhm. sur justement tout ce brouhaha, tous ces rôles. Oui, il faut s'écouter, mais encore faudrait-il pouvoir le faire et avoir la feuille de route et savoir comment le faire. Mhm. Parce que finalement, à un certain moment, on n'est plus du tout en connexion avec soi. On ne sait même pas ce qu'on veut. Oui, on sait qu'on veut réussir. Oui, on sait beaucoup de choses, mais comment y arriver? Alors, d'accord, il faut s'écouter, mais on s'écoute comment? Pour ça, il faut souvent avoir du temps et il faut savoir comment le faire. Donc, soit on a une vie spirituelle intense et peut-être qu'on arrive à le faire, soit on n'a même pas le temps de le faire et il faut finalement parfois que quelque chose de grave arrive pour qu'on puisse enfin s'écouter. Ou alors on se retrouve dans certaines situations où finalement il y a une voix intérieure qui nous dit non, n'y va pas ou vas-y et on ne l'écoute pas. Et après on regrette et on voit souvent que chaque fois qu'on ne s'est pas écouté, chaque fois on l'a regretté. Donc s'écouter effectivement c'est important, c'est important. Merci beaucoup, Madame Baker. Ce qu'on voudrait savoir, c'est vous aussi. Dites-nous ça en commentaire. Je demande, on fera un tour, je ferai un tour promis sur les médias sociaux pour récupérer vos commentaires et échanger si jamais vous avez eu des questions. Parce que pour une raison ou pour une autre, peut-être que l'heure n'est pas une bonne connexion Internet. En tout cas, le chat, les commentaires tels que je les affiche normalement ne s'affichent pas aujourd'hui. Donc, dites-nous, vous, comment vous avez fait pour trouver une issue pour écouter cette petite voix intérieure qu'on est finalement, comme l'a dit Madame Baker, on se dit toujours j'aurais dû m'écouter, mince, mais on ne sait pas qu'est-ce qui se passe entre le moment où on s'entend penser quelque chose et le moment où on se décide, on se dit que c'est pas une bonne idée de ne pas le faire pour constater plus tard qu'on aurait dû le faire. Pour partager un peu de l'opinion, parce que j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit, ça et là, par rapport à notre autorité intérieure, pour mentionner Madame Diey. C'est pas évident, surtout à l'ère du digital, on voit plein de choses. Donc il y a une complexité. J'imagine que nos parents n'ont pas eu la même pour s'écouter, mais ils avaient aussi un autre contexte, un autre cadre pour pouvoir suivre un peu leur voix intérieure. Ils avaient peut-être la maman qui disait tu vas devenir comme ça. Non, une jeune fille ne va pas là. Donc on a, je crois, à chaque âge, à chaque époque, ces problèmes. Mais oui, en ce qui concerne les enfants, pour les femmes qui doivent jongler entre la vie professionnelle, la vie privée et l'entrepreneuriat, par exemple. Donc, ça fait 3. Donc, un travail, le côté on entreprend, et puis la vie de famille. S'écouter, c'est compliqué, mais c'est hyper important. Et vous avez parlé d'avoir un genre de gilet pare-balles, là, de ne pas écouter ce qui se dit et d'avoir une conviction forte et ferme sur ce qu'on fait. Et choisir, c'est renoncer. Donc, quand on choisit
une route. On doit savoir qu'il y a éventuellement des petits sacrifices qui seront à faire, qui sont pas toujours mauvais finalement, parce qu'il y a plein de personnes qui sont sorties avec des mamans qui travaillent, qui sont des leaders et qui ont bien organisé les choses. Donc, bien du courage à toutes et ne doutez certainement pas que vous êtes capable d'y parvenir. Alors, j'ai une prochaine question. On a parlé ici de vos rôles modèles qui sont différents. Et Madame Sandrine Monet a dit qu'on n'est pas avec des femmes du Nord et du Sud, on est avec des femmes leaders ici ensemble. Comment est-ce que vous interagissez dans des sphères justement où on arrive entre femmes, on est toutes différentes? Est-ce que vous pensez que la différence à un certain moment entre nous, les femmes, est un blocage, ou comment est-ce qu'on peut se servir de cette différence pour en faire une force? Parce que c'est un peu ça qu'on est, on est plusieurs femmes, on est différentes ici. Finalement, comment est-ce qu'on peut faire de cette différence une force à terme? On va demander peut-être à Madame Michel, allez-y. Oui, pour moi, pour faire cette différence une force, c'est d'abord connaître ses propres, c'est connaître soi-même, connaître ses lacunes et accepter la différence. Parce que quand on accepte la différence, on n'est pas tous pareils. Chacun a ses particularités, chacun a ses forces, ses faiblesses. On est tous différents, mais pour faire de la différence une force, c'est d'abord voir l'autre est différente de moi en quoi et elle me complète en quoi, parce qu'on se complète toutes. Donc pour moi, déjà, c'est connaître soi-même aide à faire de la différence une force. Avant de passer à la prochaine personne pour répondre, je vois ici que sur Facebook, on nous dit de Joël Joe Mulumba, qu'on salue d'ailleurs, joyeux anniversaire, qui nous dit j'ai beaucoup aimé votre témoignage Orai Ndiaye. Il est vrai que nos propos meurent à cause du parasitage des autres, leur opinion et leurs convictions. On doit apprendre à avoir plus confiance en nous pour paraphraser Beyoncé et TD Jakes. It's all about balance. Voilà, le fameux équilibre dont on parlait. Finding time for each part of ourselves as mother, woman, colleague, wife, sister, and mother once again of all other parts. Merci beaucoup pour ce partage. Merci Joël Jo. Peut-être une petite réaction à ce qu'elle vient de dire, Madame Thierry. Merci à toi Joël pour ton commentaire. Yes. Je dirais au-delà même, j'adore Beyoncé, j'adore également Teddy Jakes, mais je dirais au-delà même de l'équilibre, parce que c'est compliqué, on parle d'équilibre, mais pour moi ça c'est une fausse perception, parce que bien évidemment dans une journée on a 24 heures et on ne peut pas, on va dire, diviser ces 24 heures de manière vraiment équilibrée pour tout. Généralement, on ne va pas se mentir, quand on est entrepreneur, on prend quand même une bonne partie de la journée pour avancer sur nos activités. Mais par contre, harmonie, ça j'aime bien. Une vie harmonieuse, ça ne veut pas dire que je vais passer le même, on va dire, nombre d'heures avec chaque partie, en tout cas, ou chaque être, etc., qui font partie, en tout cas, de ma vie. Mais en tout cas, quand je suis, par exemple, en train de jouer avec ma fille, je suis vraiment en train de jouer avec ma fille. Je ne suis pas en train de jouer avec ma fille en même temps de suivre, par exemple, une réunion ou un webinaire. Par contre, quand je suis en train de coacher un de mes clients, je suis vraiment dans le coaching et tout le reste, c'est out. Ma fille, elle ne vient pas me déranger pendant que je suis en train de faire mon coaching, etc. Mais tout simplement, le plus important, une fois de plus, c'est vraiment, pour moi, de se sentir vraiment heureux au quotidien, de se lever vraiment le matin avec un sourire, de se lever vraiment en étant dans la gratitude, d'être reconnaissant de vivre cette aventure qu'on appelle la vie. Et c'est vraiment le focus, peu importe après ce que l'on fait, ça doit vraiment être ça, de se lever chaque matin en étant reconnaissant. Merci beaucoup. Puis on va revenir sur la question que j'ai posée tout à l'heure. Comment on fait pour valoriser nos différences une fois qu'on se retrouve entre femmes pour justement encore continuer à booster ce leadership collectif. Mais d'abord, je prends un commentaire de Madame Alexandra Kizizi qui était avec nous pour le live passé, qui dit « Bravo mesdames, 100% en phase avec Madame Baker », dit-elle. Et puis, puis elle dit « Et avec toutes les autres également d'ailleurs ». Et puis, on nous salue depuis Lubumbashi en RDC sur LinkedIn. Merci beaucoup. Merci à tous de nous suivre. Donc, peut-être qu'on peut profiter pour que Madame Ndiaye termine sa réponse en nous disant comment est-ce qu'on peut valoriser nos différences plutôt que se rejeter, en tout cas, nous déjà entre femmes, une fois qu'on se retrouve en collectivité. Yes. Comment faire pour valoriser cette différence? Tout simplement en reconnaissant que l'autre, au final, c'est moi, habillée différemment, tout simplement. On n'est pas différents, on est tous unis.
Et l'autre personne que je vois en face de moi est tout simplement le reflet de qui je suis. C'est juste une autre personne qui est habillée différemment, mais c'est tout simplement une partie de ce que je suis. Et quand je reconnais justement des qualités chez une personne, c'est que ces qualités également résonnent en moi et c'est qu'elles sont également en moi et que je peux les développer. Généralement, quand j'ai quelqu'un qui m'inspire, je me demande tout simplement qu'est-ce qui m'inspire chez elle. Et c'est ce qui m'inspire chez elle, tout simplement, ce sont des qualités que je dois développer davantage, en tout cas qui résonnent en moi et qui sont là et que je dois tout simplement mettre davantage en lumière. Et si j'ai reconnu ça en elle, c'est que ça existe également en moi, parce que je ne peux pas reconnaître ce qui n'est pas là, tout simplement. Donc l'autre, c'est une de mes mentors justement qui disait que l'autre, c'est moi, habillé différemment, tout simplement. Merci beaucoup pour cet élément. Donc l'autre, c'est moi, habillé différemment. Et puis peut-être, Madame Monette, que pensez-vous? Comment on valoriserait cette différence selon vous? Pour moi, mais j'aimais bien la notion d'harmonie, c'est qu'effectivement, si vous êtes en harmonie avec vous-même, vous n'êtes pas sur la défensive et au contraire, vous allez être curieuse de l'autre, de découvrir l'autre. Et pour moi, un des points, c'est pas d'a priori. On a souvent des images, des caricatures, des a priori. Et en fait, il faut pouvoir se vider de tout ça et dire, ben voilà, je viens découvrir. Et voilà, et on peut faire de très belles découvertes. Et je pense qu'il faut être vraiment. Mais je suis d'accord avec Oreille, c'est qu'il faut qu'on soit en harmonie, parce que la personne qui n'est pas en harmonie, elle va être plus facilement sur la défensive, et elle va pas jouer la collaboration, elle va jouer la compétition, que ce soit un homme ou une femme. Mais je pense que ça, on a aussi nos instincts qui nous permettent de dire, ah ben la personne en face de moi, elle est aussi en harmonie, et de pouvoir échanger sans avoir d'a priori. Merci beaucoup. Échanger sans avoir d'a priori, ne pas avoir peur des autres, avoir confiance en soi, nous a dit Madame Bidi. Madame Baker, qu'est-ce que vous diriez? Comment est-ce qu'on peut valoriser nos différences, de sorte que oui, l'autre ne nous fasse pas peur, mais qu'on puisse justement continuer à développer ce leadership collectif? Alors moi, je dirais forcément, célébrons la différence. Hein. Je n'imagine même pas être entourée de clones de ma propre personne, même si je sais que bon, il y a des personnes que ça rassure. J'ai toujours aimé la différence. Pourquoi? Parce que c'est la différence qui fait que justement le rendu est meilleur. Moi, je crois beaucoup en l'intelligence collective. Regardez, ben là, nous sommes 5 femmes, nous sommes toutes différentes, chacune avec sa lumière, chacune avec quelque chose à apporter. Et plus jeune, c'est quelque chose que j'avais du mal à comprendre. Dès qu'une autre femme arrivait, disons, plus jolie, plus intelligente, je disparaissais. Je n'avais plus confiance en moi. Et avec l'âge, avec la maturité, c'est quelque chose que j'ai appris. Donc, je comprends ça chez les femmes plus jeunes. Et à partir du moment où elles comprennent qu'il faut d'abord avoir confiance en soi, qu'on a chacune un talent, qu'on a chacune une beauté, qu'on a chacune quelque chose en fait d'unique. Là, on peut apporter sa contribution et on peut apprécier la différence de l'autre et se dire, OK, bon, l'autre ne pense pas comme moi. Mais finalement, pourquoi est-ce qu'il pense comme ça? Ça me permet moi aussi finalement d'aller plus loin dans ma pensée. Bon, ça fait partie de mes valeurs, la tolérance de la différence. J'aime, même quand je travaille avec des équipes, je m'assure toujours en fait qu'il y ait cette différence, qu'il y ait un équilibre justement homme-femme, entre personnes plus âgées et entre personnes plus jeunes, entre personnes d'orientation sexuelle différente, entre personnes de religion différente. C'est ce qui fait en fait qu'on arrive à un résultat meilleur. Voilà. Merci beaucoup et j'aimerais certainement rebondir sur l'ouverture en fait qui passe d'abord bizarrement par nous-mêmes. Donc une fois qu'on s'accepte soi-même, qu'on connaît ses qualités, ses défauts, je crois qu'on n'a plus peur des autres et on est prêt à les accepter aussi. Et puis se connaître ses défauts nous permet d'accepter les défauts des autres aussi. Donc les reconnaître parce que parfois ce qui est le plus difficile lorsqu'on est toutes ensemble, nous les femmes, c'est d'observer l'autre dans son mauvais moment peut-être, dans son mauvais jour peut-être, mais on a tous des facettes de notre personnalité, des moments où on n'est pas content, où on va être exaspérante. Donc oui, supporter l'autre en sachant qu'il nous arrive de passer par là et qu'on n'est pas parfait non plus. Et c'est peut-être le défaut de cette personne qui est en face de nous.
j'arbore aussi la différence de manière à être complète avec d'autres personnes qui pensent différemment de moi, mais qui, en fait, après une discussion, m'inspirent ce qu'ils ont dit et ils ne savent jamais. Donc, j'espère, en fait, que cette discussion ici aujourd'hui peut créer des choses à l'intérieur de vous, parce que généralement, c'est ce qui se passe, surtout pour des personnes comme nous, finalement, qui pensons souvent avec la logique et aussi avec nos émotions. Donc, on pense avec les tripes. C'est important, des moments d'échange où on peut entendre les autres penser différemment de nous et peut-être me dire, tiens, c'est bizarre, moi, je pense, j'aurais pas pensé comme ça, mais c'est vrai que la prochaine fois, peut-être que je tenterai de faire ça. Et la question d'âge aussi, d'être entouré par des femmes de tout âge, de tout horizon, nous permet, je trouve, de nous dire, encore une fois, utiliser les autres comme des miroirs. Finalement, se dire, ah, ça, j'ai envie d'essayer d'entraîner chez moi, ou ça, je rejette totalement parce que ça ne me ressemble pas. Donc, dites-nous, vous aussi, comment vous pouvez, comment vous faites pour, en tout cas, accueillir la différence et ne pas la rejeter. Parce que c'est de ça qu'il s'agit là maintenant. Entre femmes, c'est aussi nous accepter. Vous avez dit tout à l'heure que les hommes étaient parfois derrière nous. Voilà, les hommes étaient parfois derrière nous. Est-ce que Madame Bidi, c'est vrai peut-être que les hommes nous suivent et se disent, mais qu'est-ce qu'elles ont? Elles veulent s'étendre sans nous, elles veulent se libérer. Généralement, j'ai des conversations comme ça avec beaucoup d'hommes qui ont peur de cette émancipation. Est-ce que vous avez eu l'opportunité de fréquenter aussi des hommes qui vous poussent, Madame Micheng? Parce que c'est vrai qu'on fait honneur à la femme, mais c'est important de parler aussi de ces messieurs qui sont derrière ces grandes dames ou qui sont là à pousser, qui sont féministes plus que les femmes. Oui, j'ai beaucoup d'hommes qui m'épousent, en commençant d'abord par mon père. Mon père, je pense que tu as eu l'occasion de le voir au forum de Kinshasa. C'est une personne qui me motive beaucoup, qui ne voit pas ma condition de femme, qui me pousse toujours d'aller de l'avant, qui me motive. Et je m'inspire aussi parfois de lui. C'est un rôle modèle, mais un homme. Voir tout ce qu'il fait, comment il gère les projets, comment il fait les choses. Moi, je suis à distance, mais il est à Kinshasa. Et il arrive parfois à prendre les leads, la direction des projets, la direction de toutes les initiatives. Et il me motive beaucoup dans ce que je fais. Et une autre personne aussi, c'était mon mari. Donc, il m'avait beaucoup soutenu et motivé dans ma vision. J'avais des enfants et parfois, je devais voyager. Je devais aller en mission. Je devais aller peut-être coacher et garder les enfants. Il restait garder les enfants pendant que moi, je n'étais pas là. Ça, c'est motivant. Ça pousse à aller de l'avant. Ça pousse à faire beaucoup de choses. Donc, il y a beaucoup d'hommes dans mon entourage, même dans mon réseau, qui me disent, voilà, on croit en toi, vraiment, on te suit, on est fiers de ce que tu fais. Donc, voilà. Et il y a des hommes aussi, bon, c'est pas tout le monde, c'est comme on dit, il faut accepter la différence. C'est pas tout le monde qui doit adhérer à ta vision, c'est pas tout le monde qui doit, comment je vais dire, te suivre. Et il faut accepter aussi cette différence parce que si on veut que tout le monde accepte ta vision, si on veut que tout le monde te suive, du coup, tu vas rejeter tout le monde. Parce que si les gens n'arrivent pas à adhérer à ta vision, du coup, tu te renfermes. Tu ne saisis pas les opportunités d'écouter les autres et de voir comment les autres font. Il faut accepter cette différence et vivre avec. Et peut-être dans cette différence, tirer quelque chose qui peut aussi t'aider à évoluer, à te développer. Donc, c'est un peu ça. Donc, j'ai eu plusieurs personnes, les hommes qui m'ont motivé et qui m'encouragent. Et il y en a même plusieurs qui nous suivent là aujourd'hui. Croient en nous. Et... On salue. Merci beaucoup. Merci, Madame Micheng, pour cette question. Alors, on va dire en net, peut-être qu'elle a un petit mot pour la fin. Elle nous avait déjà prévenu qu'à 19h, on a tiré jusqu'à 19h30. On est super fiers de nous là aujourd'hui. On espère que vous ne serez pas trop tard où vous devez être. Voilà, votre mot. Mais non, mais je voulais vous remercier parce que je trouve que les discussions sont très intéressantes et que c'est très naturel et très spontané. Et je trouve que c'est ça qui est le plus vrai. C'est qu'il n'y a pas de préparation, c'est vraiment du naturel. Et voilà, moi j'ai l'impression d'être avec toutes des femmes, mais pas des femmes du Nord et du Sud. Donc vraiment des femmes leaders. Donc merci beaucoup. Merci Sandrine. Bonne soirée. Un plaisir de partager. Bonne soirée. La retrouver sur les médias sociaux. Bonne soirée, Madame Monette.
Voilà, donc on continue, on est toujours avec vous et on est toujours sur le même sujet. On parle des femmes entrepreneurs du Nord et du Sud avec un focus sur le leadership collectif pour cette deuxième édition. Voilà, peut-être qu'on peut entendre Madame Ouraï Ndiaye sur la question. On a beaucoup parlé de femmes, de leadership collectif entre femmes aussi, de leadership féminin. Mais finalement, pour rendre à César ce qui appartient à César, est-ce qu'il y a dans votre entourage, vous nous avez parlé d'avoir été coaché par un homme, est-ce qu'il y a d'autres hommes qui ont justement participé à construire ce leadership en vous, peut-être? Yes. Et d'ailleurs, les rôles modèles ne sont pas forcément des personnes, entre guillemets, physiques dans un premier temps. Ça peut être également des archétypes. Par exemple, moi, j'adore Wonder Woman, j'adore ce qu'elle représente. J'adore vraiment voilà, ce côté reine des Amazones qui lutte tout simplement pour la paix dans le monde. Donc, ça peut être également un rôle modèle, par exemple, mais également des auteurs. Par exemple, je sais que le premier livre que j'ai lu, c'est Think and Grow Rich, donc Réfléchissez et devenez riche, de Napoleon Hill. Et Napoleon Hill, honnêtement, en tout cas, malheureusement, il est décédé il y a très longtemps, mais ses enseignements, quand je les lis, ça me parle et c'est d'actualité. Et donc, je peux également m'inspirer d'auteurs, je peux également m'inspirer de personnalités comme lui, qui ont une vision, en tout cas, du leadership, de la réussite, de l'entrepreneuriat, qui m'inspire et que je veux appliquer. Donc, ce n'est pas forcément des personnes qui sont encore de ce monde. Ça peut même être des personnes qui ne sont pas vraies. Mais en tout cas, on a, je pense, beaucoup de choses à notre disposition pour justement s'inspirer et pour avancer. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Madame Ndiaye. Et justement, je crois que c'est Les Brown qui disait qu'on vit dans un monde où on a la chance d'avoir des mentors qui ne sont pas là physiquement, mais qui, au travers de livres, d'audio qu'ils ont laissés, peuvent vraiment nous inspirer. Et tout ceci est gratuit, les gars. Donc, c'est vraiment une façon de se construire sa propre image de ce qu'on a envie de devenir. Merci pour ce partage. Madame Baker, y a-t-il des hommes qui vous ont permis justement de renforcer votre leadership, d'avoir envie de partager peut-être plus de ce que vous aviez dans votre équipe? Alors tout à fait, tout à fait. Moi, j'ai commencé en fait ma carrière dans le monde bancaire. J'ai eu la chance de travailler pour les plus grandes banques dans ce monde. Et il est clair que dans ce monde finalement financier qui est dominé par les hommes, vous ne pouvez pas y arriver, quelle que soit votre intelligence, si vous n'avez pas un mentor dans l'organisation. C'est très très difficile de pouvoir monter dans l'entreprise. Voilà. Et donc, quand j'ai commencé ma carrière, je restais tard. Et moi j'étais à un autre étage. Et en fait, un des directeurs descendait souvent dans les autres étages pour voir en fait qui était là. Et souvent, il me voyait. Donc, il a compris que j'étais motivée. Ce qui fait qu'il a commencé à me prendre, en fait, sous son aile. Et il m'a envoyé à différents types de cours, que ce soit leadership ou alors marketing, par exemple. Donc, j'ai eu la chance de suivre des cours avec, par exemple, Kotler. Et c'est ce qui m'a permis, en fait, de pouvoir finalement accéder aussi à des postes plus élevés parce qu'il me mettait sur des projets stratégiques également. Donc, souvent, ce sont des hommes qui sont à des postes de pouvoir et c'est souvent eux qui nous aident à y arriver. Qu'on le veuille ou pas, c'est comme ça. Aujourd'hui, il y a un peu plus de femmes qui arrivent aussi à des postes de pouvoir. Ça reste encore tabou, je n'aime pas le dire, mais souvent, ces femmes-là ne servent pas de mentor pour les autres. Pourquoi, je ne sais pas. Mais parfois, justement, il n'y a pas ce relais alors qu'elles-mêmes ont été aidées. Ou alors, elles se disent, bon, je suis déjà la seule femme, c'est beaucoup, donc il ne faut pas qu'il y en ait plus que ça. Voilà, donc c'est la même chose aussi. On voit certaines femmes arriver à certains postes dans certains pays, c'est souvent le cas en Afrique. Il faut souvent être la fille de quelqu'un ou la femme de quelqu'un pour pouvoir y arriver. Donc, si je ne suis pas la fille de quelqu'un, si je ne suis pas la femme de quelqu'un, et que je suis finalement intelligente et que j'ai quelque chose à apporter, comment je fais et qui peut m'aider? Qui peut m'aider? Parce que je peux aussi contribuer, je peux aussi… alors souvent, il y a le plafond de verre et elles ouvrent leur propre société, elles deviennent entrepreneurs.
Mais il faut souvent l'aide d'un homme. Et certains hommes sont là pour nous aider. Certains hommes sont là pour nous aider. Donc, j'ai aussi évidemment le soutien de mon père, j'ai aussi le soutien de mon époux, sans quoi je ne pourrais pas venir et avoir une carrière et faire tout ce que je fais. Mais il y a aussi d'autres hommes qui ont contribué à ma réussite. Oui. Merci beaucoup de rappeler aussi qu'en situation professionnelle, des hommes en position, dans des hautes positions peuvent accompagner justement les femmes à développer leur leadership. Il y a aussi un autre élément que vous avez mentionné qui, je trouve, enfin, une autre question que j'aimerais poser peut-être à ceux qui sont avec nous aujourd'hui avant qu'on commence à, voilà, parce que ça commence à toucher à sa fin, mais finalement, pourquoi est-ce que lorsqu'on atteint un niveau où on a peut-être percé le plafond de verre, comme on dit, on n'essaye pas de tirer d'autres femmes, on se fait moins gentil peut-être qu'un homme dans la même position parfois, c'est vrai. Et puis finalement, l'autre question que vous avez posée qui vraiment résonne en moi très très fort, parce que vous avez dit, qu'est-ce que je fais si je ne suis pas la fille de quelqu'un? On est d'office la fille de quelqu'un, mais je vous ai bien compris ce que vous vouliez dire. C'est que si je ne suis pas la fille d'un, voilà, tel, voilà, de quelqu'un, voilà, de quelqu'un de connu ou reconnu, et qu'est-ce que, ou la femme de ce quelqu'un-là, et que je mérite en fait cette place finalement. Et peut-être que ça devrait interpeller les hommes qui nous regardent et qui sont en situation de prendre des décisions, et puis aussi les femmes qui nous regardent et qui sont en situation de décider, de donner sa chance aussi à des gens qui ne sont pas la fille de ou la femme de. Madame Micheng, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette question avec votre expérience, que vous soyez la fille de ou que vous ayez eu la chance d'être la femme de ou pas, qu'est-ce que vous en pensez? Pour moi, avant d'être la fille de, la femme de, il faut d'abord être soi-même. Donc, parce qu'il y a des personnes qui prennent plus la position, je suis la fille d'elle, je suis la femme d'elle, mais eux-mêmes, ils ne savent pas ce qu'ils sont. D'abord, connaître ce qu'on est soi-même avant d'être la fille de quelqu'un ou la femme de quelqu'un. C'est d'abord soi-même. Parce que si déjà soi-même, on ne se reconnaît pas, donc du coup, on aura du mal à s'affirmer donc, en société. Mais il y a des personnes qui utilisent plus cette position de la fille d'elle ou la femme d'elle pour arriver à évoluer ou à avancer. Mais quand que cette personne disparaît, et la personne est totalement perdue. Parce que c'est son repère et elle-même n'a pas de propre repère, donc c'est sa propre personne. Donc c'est d'abord avoir comme premier repère, c'est sa propre personne. Et on parlait de l'écoute de soi aussi. Parce qu'il n'y a rien de plus grave et dommage d'arriver à regretter de ne pas avoir avancé dans sa vision parce qu'on n'a pas écouté son propre intérieur. Oui. On peut ne pas avoir écouté ce que son entourage nous dit, mais ils étaient dans le bon. On regrette moins que de regretter quand on était dans le bon et il y a quelqu'un d'autre de l'extérieur qui a pu te décourager. Donc, il n'y a rien de plus fort dommage que de ne pas s'écouter soi-même. D'abord, c'est connaître soi-même, être soi-même avant d'être voilà, la femme de quelqu'un ou la fille de quelqu'un. C'est pas ça que c'est ma position par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'on doit aussi reconnaître voilà, qu'on a toujours cette personne qui est voilà, son mari ou son père ou qui est la référence partout où on va, mais il faut d'abord être soi-même. Parce qu'il y a des enfants aussi qui n'arrivent pas à développer leur propre vision parce que les pères veulent qu'il soit ça. Le père veut, par exemple, que sa fille fasse la médecine, mais dans toi-même, tu ne te vois pas médecin. Mais vu que tu n'arrives pas toi-même à te positionner, tu suis la vision de ton père et tu fais la médecine sans pour autant aimer la médecine. Et oui. Tu prends, comment je veux dire, tu arrives à finir ton diplôme de médecine, tu travailles en tant que médecin, mais tu n'es pas content, tu n'es pas épanoui dans ce que tu fais. Il n'y a rien de plus beau de faire ce qu'on aime bien. Donc, croire en soi, donc l'écoute de soi, sa vision, la développer, il n'y a rien de plus beau que de s'écouter soi-même, de suivre son ambition, de suivre la voie intérieure, de suivre sa vision, que de faire ce qu'on t'oblige de faire. Donc, voilà, c'est un peu ça. Merci beaucoup, Madame Micheng, pour cette réponse. Et Madame Dieye, que pensez-vous de ce que justement nous a dit Madame Baker, qui était très pertinent et qui peut-être en vous fait naître quelques réactions?
Ouais, je suis complètement, en tout cas, alignée avec ce qu'a dit Madame Baker et ce qu'elle a dit également Madame Micheng. D'ailleurs, par rapport aux parents, moi, si j'aurais écouté, en tout cas, mon père, j'aurais fini comptable parce que lui-même était comptable et voulait que je sois comptable. Sauf que je trouvais ça vraiment trop boring et je me voyais pas du tout finir en tant que comptable. Et en tout cas, je l'ai pas écouté. Je me suis écoutée moi et j'ai fait des études plutôt de commerce international. Après, il m'a laissé faire, mais c'est vrai que sans s'écouter, on a tendance, surtout quand on est enfant, à écouter au final l'autorité. Généralement, c'est les parents. Hein. C'est les parents, c'est vraiment son éducation, etc. Et généralement, les parents, des fois, ont un idéal pour leurs enfants, mais sans demander à leurs enfants, en fait, mais qu'est-ce que toi, tu veux? C'est vrai que des fois, on pousse, on pense que le meilleur que l'on veut pour nos enfants, c'est ce que l'on choisit, ou en tout cas, c'est l'idée que l'on se fait. Mais le meilleur pour notre enfant, c'est tout simplement qu'il puisse faire ce qu'il aime au final. C'est ça, hein, pour qu'il puisse être heureux et s'épanouir. Parce qu'effectivement, il y a plein de personnes qui ont entrepris des études de médecine, d'avocat, mais au final, ils vont le faire, ils vont réussir, mais ils ne seront pas épanouis, ils ne seront pas heureux. Et un jour ou l'autre, ça va les rattraper et ils vont faire un burn-out ou alors, voilà, ils ne seront pas en tout cas vraiment alignés parce qu'ils ne se sont pas écoutés. Ils ne se sont même pas demandé, en fait, qu'est-ce que je veux? Et des fois, il y a des personnes très tard, en fait, très âgées, elles se demandent, mais en fait, qu'est-ce que je veux, moi? Et en fait, ils se rendent compte que finalement, ils ont pris un chemin, mais complètement à l'inverse de ce qu'ils veulent. C'est comme je me rappelle, j'avais une de mes DRH qui était directrice de ressources humaines d'une belle start-up. À un moment donné, elle se dit, mais en fait, moi, c'est pas vraiment ce qui m'anime, en fait, la RH. Moi, ce qui m'anime, tout simplement, c'est la pâtisserie. Et du jour au lendemain, elle a décidé tout simplement de démissionner et d'ouvrir sa boulangerie parce que c'est ce qui lui faisait plaisir. Et les gens lui ont dit, mais est-ce que tu es folle? Tu as fumé? Enfin, tu passes quand même d'un poste de DRH à ouvrir une pâtisserie. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Mais elle savait en fait ce qu'elle voulait. Et finalement, elle s'est écoutée, elle n'a pas écouté les autres. Donc effectivement, on revient toujours à la même chose, apprendre à s'écouter. Mais je pense que pour apprendre à s'écouter, déjà, il faut apprendre au final à se connaître. Et j'aime bien dire que toute notre vie, en fait, on passe du temps avec les autres. On apprend à connaître les autres. Généralement, quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, on va apprendre à connaître cette personne-là. Mais la question à se poser, c'est toi, du coup, à quel moment tu passes du temps avec toi-même? À quel moment tu apprends à te connaître? À quel moment tu fais ta propre connaissance? Et là, c'est intéressant. Quand tu commences à méditer, quand tu commences à te poser des questions existentielles, quand tu commences à te demander, mais en fait, qu'est-ce que je suis venu faire sur cette terre? Qu'est-ce qui m'anime aujourd'hui? Qu'est-ce qui me rend vivant? Quels sont mes rêves? Quels sont mes désirs? Qu'est-ce que je veux réaliser? Et tout simplement se rappeler que la vie, elle est trop courte. La vie est juste une aventure et c'est vraiment court. Ce qui est sûr, peu importe où on en est aujourd'hui, c'est qu'à un moment donné, on va tous mourir. Il faut juste être OK avec ça. Maintenant, quand je serai sur mon lit de mort, quels sont les rêves qui vont me hanter que je n'aurai jamais réalisés? Quelles sont les choses que je voulais faire que je n'ai jamais osé faire? Quelles sont tout simplement les actions que j'aurais voulu entreprendre? À un moment donné, je me suis dit, tiens, ce serait cool de faire ça. Finalement, je me suis dit, ah non, c'est pas grave, je le ferai plus tard. Ou alors, un tel m'a dit que finalement, ça ne mènerait à rien. Quelles sont toutes ces choses, au final, qu'on voulait faire, mais sur lesquelles, en fait, on n'a pas osé passer à l'action? Et j'aime bien dire une chose, c'est qu'on peut tout simplement partir d'ici avec des remords ou avec des regrets. Dans tous les cas, si on fait quelque chose et que ça ne nous a pas plu, it's okay. On aura au moins appris quelque chose. Comme disait Nelson Mandela, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Et au mieux, tout simplement, j'aurais fait ce qui me fait kiffer. Mais si j'arrive à la fin de ma vie et que finalement, j'ai que des regrets, je pense à toutes les choses que j'aurais pu faire quand j'avais le temps de les faire et que je n'ai jamais fait, au final, c'est pas cool. Et je suis persuadée que peu importe où on en est à l'instant T, il y a forcément des choses, des fois, où on s'est dit, j'aurais dû faire ça, finalement, je ne l'ai pas fait et j'ai regretté de ne pas l'avoir fait quand j'avais l'opportunité de le faire. Donc, pour ne pas avoir des regrets, il faut vraiment se poser la question dès à présent, qu'est-ce que je veux faire de cette expérience que j'appelle la vie? Et on n'a qu'une seule vie. Et vous vivez votre vie, pas la vie des autres. On est tous des personnes à part entière. On est tous uniques. On a tous un chemin qui nous est propre. Et peu importe où on en est, une fois de plus, tout est possible. Peu importe où on en est, peu importe nos rêves, peu importe nos ambitions, on peut commencer là où on veut, là où on en est, avec simplement une volonté, avec tout simplement une idée, avec tout simplement un désir. Donc, je pense qu'il faut passer du temps avec soi, se poser des questions existentielles et tout simplement se dire, OK, je suis en vie, je ne sais pas pour combien de temps, mais en tout cas, pendant le temps qui me reste, qu'est-ce que je veux vraiment faire de cette vie? Et je crois que c'est Gary Vee qui disait, mais qu'est-ce que tu veux faire de ta putain de vie? C'est vrai. Il fait assez rire parce qu'il est un peu dingue. Mais effectivement, merci beaucoup, Madame Ndiaye. Je recommande et je demande à ceux qui sont avec nous
de répondre du coup à ces questions et je vous supplie de retrouver les réponses, s'il vous plaît. Si jamais on vous a posé une question, d'accepter que je vous la remette pour malheureusement parce que je n'ai pas pu collecter les commentaires comme je le fais simultanément de toutes les plateformes. Je rappelle donc ce live, ceci est la deuxième édition du live sur le thème initié par Crédit Azur Connect sur le thème de femmes entrepreneurs, femmes leaders du Nord et du Sud. L'idée, bien sûr, c'est de pouvoir partager, échanger, mais aussi construire une vision commune peut-être du leadership féminin, nouveau, ce leadership qui n'a pas besoin d'écraser l'autre, mais qui accueille l'autre pour pouvoir grandir ensemble. Comme on l'a dit, je pense, l'une de vous l'a rappelé, la citation qui dit, le proverbe qui dit seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Donc c'est à ça qu'aspirent les femmes, d'aller plus loin et pas juste vite. Merci en tout cas, mesdames, pour toutes les interventions parce que pour moi, elles étaient très riches. J'espère que pour vous aussi qui nous avez suivis, ces interventions vous ont enrichi en tout cas votre vision du leadership collectif, peut-être les freins grâce aux témoignages qu'on a, ces barrières qu'on peut avoir justement de trop écouter les gens, de pas suffisamment s'écouter, ces moments de fragilité qu'on peut avoir et qu'on doit pouvoir se permettre pour pouvoir s'écouter. On a aussi eu beaucoup à parler de la conscience de soi, de la conscience du temps qu'on a et de vivre l'expérience de la vie finalement en sachant qu'on peut être une femme, une mère, une entrepreneur à succès et être non pas parfaite, mais être en harmonie, nous a dit la coach Ndiaye par exemple. Est-ce que vous avez un dernier mot peut-être pour la fin que vous devez partager avec nous? Et j'aimerais commencer avec Madame Baker et on terminera avec Madame Michel. Alors, le mot de la fin, je vais aller évidemment dans le sens aussi de Esther et de Aurel. C'est effectivement d'être soi-même, d'apprendre à l'être, de prendre le temps, quelles que soient nos responsabilités. Certaines femmes, c'est tôt le matin, d'autres, c'est plutôt tard le soir. Mais de faire cet exercice, d'avoir justement cette confiance en soi, de s'écouter et d'aller au bout de ses rêves. C'est tellement important parce qu'effectivement, dans la vie, il faut pas avoir de regrets. Elle est courte. Je dirais même pas des regrets, mais des remords parce que une fois que c'est passé, c'est passé. Et se dire finalement, quand je vais arriver à la fin de ma vie, parce que on va tous y arriver, ça fait partie de notre destin d'être humain. Finalement, lors de son dernier souffle, quelle sera notre satisfaction et quel sera notre regret? Alors, si on sait déjà qu'on va avoir un regret, c'est dès maintenant qu'il faut prendre en fait les dispositions pour ça. Voilà. Quel que soit son rêve. Et son rêve, c'est le sien, il faut le chérir. Et effectivement, encore une fois, ne pas écouter les autres et surtout les conseils non sollicités. Il y a des gens qui adorent ça, donner les conseils alors qu'on ne va rien demander. Quand on a fait qu'on adore ça, les gens sont toujours là en train de donner des conseils. Oui. Comme on dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc, j'ai tout en moi pour finalement, j'ai toutes les réponses en moi. Et quand j'ai besoin d'un conseil, effectivement, je vais le demander à la personne appropriée. Voilà. Donc, soyez vous-même. Vous avez tout, je dirais, un diamant en vous qu'il faut tailler et n'ayez pas peur d'aller loin et de compter sur vos sœurs autour de vous parce que ce sont vraiment vos sœurs. Donc, certaines vont vous soutenir, d'autres pas. Regardez surtout celles qui vous soutiennent. Celles qui ne vous soutiennent pas, ne les regardez pas. Voilà, regardez celles qui vous soutiennent parce qu'il y en a toujours. Il y a toujours quelqu'un autour de vous. Il y a toujours une femme qui va vous soutenir. Elle va peut-être être plus jeune que vous. Peut-être qu'elle a votre âge. Peut-être qu'elle est plus âgée. Peut-être que c'est quelqu'un de la famille. Peut-être pas. Mais Dieu fait qu'il y a toujours quelqu'un autour de vous qui vous soutient. Merci beaucoup. Tout à fait d'accord. Plus inspirant. Merci, Madame Baker, d'avoir accepté de partager avec nous encore de votre expérience, de votre témoignage de vie pour ce live sur le thème du leadership collectif. Une belle leçon. Alors, Madame Ndiaye, que pensez-vous? Qu'avez-vous à nous donner pour la fin? Yes, merci. Sylvie Baker, du coup, disait « Soyez vous-même ».
Et je reprendrai cette citation d'Oscar Wilde qui disait « Soyez vous-même, car tous les autres sont déjà pris ». Ça, c'est vraiment la première chose. Soyez vous-même. Vous êtes un individu à part entière. On est tous uniques. On peut, entre guillemets, se ressembler sur certains points, mais on a tous une ADN qui est unique. Donc, il n'y aura jamais deux personnes comme vous. Et donc, vraiment, il faut vraiment s'écouter soi une fois de plus, revenir à soi, se demander ce que l'on est venu faire ici et rester focus vraiment sur ça. La deuxième chose que je voudrais vous partager, c'est tout simplement le fait de ne laisser personne au final vous faire croire que vous ne méritez pas plus que ce que vous avez aujourd'hui. D'accord? Ne laissez personne vous faire croire que vous ne méritez pas plus que ce que vous avez aujourd'hui. Vous pouvez aspirer à plus. En tant qu'être humain, on est amené à évoluer, on est amené à croître, à grandir. Et donc, on ne peut pas se contenter au final. Il y a certaines personnes qui vous diront, mais contente-toi de ce que tu as. Non, la vie est en perpétuelle évolution. Si je ne suis pas en train de croître au final, je suis en train de régresser. Je ne suis même pas en train de stagner, hein, parce que le monde évolue trop vite. Donc, ne laissez personne vous faire croire que vous ne méritez pas plus. Ensuite, je dirais, ne laissez pas le bruit extérieur étouffer votre propre voix intérieure. Effectivement, il y a trop de brouhaha autour de nous, il y a trop d'agitation, d'où l'importance de se reconnecter à soi, d'où l'importance de prendre le temps de méditer, de faire silence, de demander tout simplement des réponses à son autorité intérieure, parce qu'effectivement, comme disait Madame Baker, toutes les réponses que l'on peut poser à l'extérieur de nous, on a déjà les réponses si on prend le temps vraiment de se connecter à son soi, à son être véritable. C'est vraiment ça. Et la dernière chose que je dirais, c'est une de mes citations qui dit tout simplement que si ton objectif principal en te levant chaque matin, ce n'est pas d'avancer vers la direction de tes rêves, alors demande-toi pourquoi tu es encore en vie. Merci pour ces mots forts et percutants. Madame Diaye, merci d'avoir partagé avec nous votre témoignage de vie, votre expérience en tant que coach notamment, et puis et tout ce qui a fait de vous ce que vous êtes devenu sur le parcours. Merci infiniment. Madame Bidi qui nous a dit au départ qu'il faut se reconnaître, se connaître, donc tout part de soi. Merci d'avoir échangé avec nous, puis d'avoir initié ces lives parce que de manière personnelle, en tout cas, ils m'enrichissent, de partager avec des personnes d'horizons différentes, de réaliser que finalement, on peut être différente, mais qu'on pense pareil. Je trouve que ce thème est extraordinaire, d'autant plus que si on parle de leadership collectif, on doit pouvoir connecter, comprendre la différence des autres pour mieux l'intégrer, l'accueillir. Donc, je trouve l'initiative fabuleuse et c'est pas parce que je vous connais. Voilà. Donc, quel est votre mot de la fin? Comme mot de la fin, donc les femmes, les dames ont déjà presque tout dit. Moi, je vais juste clôturer, demander aux dames de croire en soi. Et aussi, je crois fort en l'intelligence collective, de ne pas hésiter à se faire compléter, associer par des personnes qui peuvent compléter votre vision pour avancer, évoluer. Il y a des femmes qui n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs parce qu'elles refusent de croire à leurs différences, elles refusent de croire, d'accepter les lacunes qu'elles ont. Il faut arriver à se dire, voilà, qu'on n'est pas parfaite. On peut se faire compléter, accompagner par une autre pour avancer. Donc, c'est ce que je dois encourager les femmes. N'hésitez pas de vous associer avec celles qui sont peut-être plus fortes que vous pour aller plus loin. N'hésitez pas de vous faire associer avec des personnes qui sont complémentaires, qui n'ont pas les mêmes compétences que vous, mais pour faire ensemble une force. Croire en soi, croire en sa vision et être déterminé, c'est très important. Moi, je peux donner un exemple, un témoignage sur un événement que moi-même j'ai vécu. Il y avait un grand webinaire organisé avec 400 personnes. Et on m'a choisi pour intervenir avec 2 grands directeurs, 2 hommes, et moi, j'étais la seule femme. J'ai accepté. C'était sur une thématique costaud. Donc, je devais parler des balles 2. Alors, c'était la gestion des risques à la sortie de Covid-19. J'ai accepté, je me suis préparée, et il y a quelques personnes qui m'appelaient, mais toi, tu oses. Comment tu peux intervenir avec 2 hommes? L'autre, c'est un directeur international d'une grande boîte, d'une grande institution financière au niveau international, avec 15 ans d'expérience en tant que directeur. Et l'autre, il est ceci. Et toi, tu vas intervenir avec ces 2 géants, mais tu vas te noyer. Comment tu peux oser faire ça? Alors, je me dis, mais pour arriver à leur niveau, ils ont commencé quelque part. Alors, moi, je crois en moi. Je maîtrise la thématique. Pourquoi ne pas aller donner même le peu que j'ai pour partager avec ceux qui peuvent bénéficier? Je ne me suis pas démotivée. J'ai continué à me préparer pour ces grands jours, ces grands webinaires.
Et à 3 jours, il y a quelqu'un d'autre qui me contacte, me dit, mais je viens de voir, mais tu oses carrément, tu vas oser intervenir avec ces 2 grands directeurs devant un public de 400 personnes. Mais là, mais tu te tires la balle dans les pieds. Comment tu peux chercher à t'écraser, t'enfoncer? Je dis, c'est un risque mesuré. Donc, je sais que soit je vais couler ou soit je vais avancer. Le fait d'intervenir avec ces 2 grands, c'est une façon de m'affirmer aussi. Soit je coule, soit j'avance. Et ça ne m'a pas démotivée parce que si je ne croyais pas à ma vision, j'allais m'arrêter, me dire, oulala, mais là, dans quoi je me mets? J'arrête. Mais j'ai avancé et à la fin, mon intervention était appréciée. Même les 2 grands directeurs m'ont appelé pour me féliciter, pour dire, waouh, chapeau, tu as assuré. Et ça m'a encore donné confiance en moi. Ça m'a motivé à percer. Ça m'a motivé. Et depuis ce jour-là, je n'hésite plus d'intervenir dans n'importe quelle invitation, quel webinaire. Donc, ça doit être bien sûr une thématique que je maîtrise parce qu'il ne faut pas se lancer dans tout. Donc, il faut se connaître soi-même parce qu'il y a des choses, il y a des gens qui se lancent dans tout, tu ne maîtrises pas, tu vas parce que juste, voilà, tout le monde y va. Mais non, mais il faut d'abord toi-même se reconnaître de quoi on est capable, jusqu'où, donc connaître aussi ses limites avant de se lancer. Donc, c'est ce que je peux conseiller aux femmes. Et je remercie toutes les invitées, les dames qui ont cru en ces projets et venir partager avec nous leur vision. Et je pense qu'ensemble, on a inspiré beaucoup de femmes et motivé aussi beaucoup d'hommes qui bloquent la vision de leurs femmes. Et je pense que ce webinaire pourra aider plusieurs femmes à prendre les devants, à sortir leurs projets bloqués dans les tiroirs ou même peut-être enterrés, à les faire ressusciter pour aller de l'avant. Et j'annonce déjà la prochaine thématique pour les prochains webinaires. Donc, on a un webinaire prévu le 9 juillet. Et la thématique sera les obstacles à l'entrepreneuriat féminin et quelques pistes de solutions. La parité homme-femme et la diversité des genres en entreprise. Ça, c'est pour le webinaire de juillet. Mais en même temps aussi, nous avons un webinaire live à Lubumbashi pour le forum que nous organisons du 2 au 5 juillet à Lubumbashi. On va animer une table ronde où on va parler de la femme au cœur du développement économique, surtout en Afrique, parce que ce webinaire aura lieu en Afrique. Et j'encourage toutes les femmes et les hommes à suivre nos webinaires. Ça pourra peut-être aider quelqu'un un jour. Nous en aurons un par mois. On a un réseau de plusieurs femmes de partout. Donc, Sandrine a dit qu'on ne doit pas parler nord-sud, des femmes entrepreneurs, leaders qui peuvent motiver les autres femmes, qui viennent de partout. Donc, soyez connectés, vous apprendrez quelque chose. Si les webinaires d'aujourd'hui ne vous a pas inspiré, peut-être les prochains pourront vous inspirer. Merci pour l'attention et merci pour la participation de tous. Et à toi, Nancy, merci pour la modération. Tu le fais très bien. Merci à toutes. Merci en tout cas à tous ceux qui nous ont suivis. Merci beaucoup. On sait que c'est vendredi. Et ce que j'ai constaté, c'est que c'était un peu tôt pour tout le monde de rejoindre la ville et également pour certains de nos invités pour qui j'aimerais vraiment nous excuser si vous attendiez une personne en particulier dans le panel et que vous ne l'avez pas vue. Voilà, souci soit de connexion, soit d'atteindre leur domicile, en tout cas par un vendredi très embouteillé pour celles qui sont à Kinshasa, et je peux totalement comprendre. Voilà, on remercie bien sûr tous les hommes qui ont suivi et tous les hommes qui nous suivent et qui ne sont pas encore des personnalités qui boostent les femmes, mais qui vont le devenir parce qu'ils ont compris l'importance grâce à ce live de pousser des femmes, parce que ce que nous on va faire, c'est se tirer aussi mutuellement les unes les autres. En tout cas, c'est l'engagement qu'on fait ici sur cette table ronde. Je pense qu'on a été qu'avec des femmes qui ont l'intention, qui ont besoin, qui ont envie d'aider d'autres femmes, mais également d'autres hommes. Ne vous inquiétez pas, on ne vous laissera pas derrière, certainement pas. Mais en tout cas, merci de continuer à nous aider, et je plaisante quand je dis ça. Merci de continuer à nous aider et continuer à nous inspirer. Merci à tous ceux qui ont suivi et tous ceux qui nous donnent rendez-vous déjà pour le prochain live en juillet. On vous dit à très bientôt. N'hésitez pas à laisser vos commentaires vos questions en commentaire et éventuellement à taguer les personnes qui étaient avec nous. Donc, vous pouvez les trouver sur les médias sociaux et principalement sur LinkedIn. Ça, je suis sûre qu'au moins là, les gens répondront, j'espère. Voilà, merci mesdames, merci pour l'inspiration. C'est déjà la deuxième fois pour vous, Madame Baker, et c'est la première fois pour vous, Madame Ndiaye. Merci pour l'inspiration. Madame Micheng, nous, on est, on fait
On est toujours là sur les lives et je pense que Madame Baker sera certainement avec nous la prochaine fois. On vous dit à très bientôt chez vous. Excellent week-end. Et moi, je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour la table ronde Maison Combo. À plus. Merci. Bon week-end. Bon week-end.